J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Attends, je vais mettre Allociné, c'est comme ça que je trouve Allociné. Je vois comment tu fais pour retrouver un film en français maintenant sur ton téléphone. Ouais, je tape le nom en anglais et après je tape Allociné. Et pareil pour les films français, je tape le titre français Allociné parce que en bas ça met titre original. Oui, bien sûr. Parce que sinon je m'en sors pas. Et parce que vous êtes en train d'écouter Paul Taylor, voilà, au cas où vous cherchiez. Ah, t'as commencé, c'est bon, on enregistre, ouais, on a enregistré. En anglais, en français, c'est The Big Sick. The Big Sick. Ok. En gros, c'est un peu l'histoire. T'as adapté ton accent là à l'instant. Ouais, là. The Big Sick. Pour les gens qui parlent pas du tout anglais. Ok. Lui là. Ok. Celui qui a fait les. Oui. Je crois qu'il a fait SNL et tout ça. Kumail Nanjiani. Ouais. Je suis en train de massacrer son prénom. En gros, c'est l'histoire un peu autobiographique de sa rencontre avec sa femme. Donc tu le vois dans les comedy clubs et sa femme il l'a rencontrée mais elle est tombée très très malade, elle avait un cancer et tout ça, elle était dans le coma à un moment donné et donc du coup c'est vraiment vraiment touchant, c'est un film très marrant et très touchant. Bref, ça a coûté 5 millions à faire et ça a eu 65 millions je crois de box-office. C'est bien, donc c'est bien mais il fallait quand même dépenser, tu sais c'est un film normal si tu veux. C'est cher les films hein. Les films c'est cher. C'est la blague de John Mulaney, 100 millions de dollars le film. Et tu vois, et non, il dit moi je l'ai pas vu à son... En gros la vanne est ouf, il dit le film a coûté 100 millions de dollars et il dit ça sert à rien de vous mettre donner autant de mal à faire un film, les gens paieraient la place d'une place de ciné, donc $12 juste pour aller voir 100 millions de dollars en fait. Si tu mets 100 millions de dollars en billets quelque part, les gens se déplaceraient juste et en gros il dit tu pourrais même faire un ticket à 15 € pour rajouter toi-même $1 aux 100 millions de dollars et ça deviendrait un truc que les gens feraient quoi. Genre, ouais. Bon, bref, mais genre oui. C'est un truc d'art, mais oui c'est ça, donc te sens pas coupable d'avoir, parce que c'est ça en fait, je m'en rends de plus en plus compte. En dépensant de l'argent t'en gagnes. Ouais, bah c'est même en spectacle tout court, tu sais, on a pour les 3 dernières au Casino de Paris là, c'est en fait la pub nous a coûté un bras, enfin 3 bras et 2 jambes dans le métro et tout ça, mais ça nous a permis, en fait c'est plus un truc de publicité, de marketing, d'image, plus que gagner de l'argent, parce que quand tu fais une grande salle, j'ai appris ça, qu'en fait faire une grande salle c'est plus en mode un coup de force que gagner de l'argent en fait. C'est ça. Bah nous on a perdu de l'argent. Ah ouais. Sur 3 quasi complets du Casino de Paris. Donc on avait sur 3 dates. Donc la salle elle fait 1400. Ouais. Les 2 derniers soirs il y avait 1400 et la première soirée il y avait 1100. Ouais. Mais on a perdu de l'argent. Je sais pas exactement combien parce que les comptes sont pas encore faits, mais on n'a pas gagné d'argent. Moi en tant qu'humoriste j'en ai gagné parce qu'il y a un pourcentage, il y a un cachet, mais il y a un pourcentage de la billetterie qui part en droit d'auteur, qui me reviennent. Ça aussi c'est une arnaque la SACD avec leur c'est très précis pour les gens, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah, c'est juste en fait c'est le truc que quand tu écris ton propre spectacle, c'est genre ils te volent de l'argent parce que nous avec ma productrice on est obligé de verser, donc on coproduit le spectacle, donc on se partage les bénéfices, mais on est obligé de verser 10% à la SACD ou 8 ou je sais pas exactement on va dire 10 juste pour être un chiffre rond. Tu donnes 10% de la billetterie, donc sur 1000 € de recettes tu donnes 100 à la SACD, qu'ils sont censés de reverser ça à l'auteur, qui est moi. Donc je leur donne de l'argent pour qu'ils... Mais c'est en cas c'est que si t'as des co-auteurs que c'est bien ça du coup. Oui, ça c'est bien, mais j'aimerais avoir l'option de dire non en fait, parce que en fait ce qui se passe c'est que moi je donne 10% à la SACD, eux ils me redonnent 8% parce que eux ils enlèvent leur merde à eux, leurs charges, leurs trucs de machin et toutes les charges sociales, et ensuite je paye 50% de taxes sur les 8% qu'ils me versent. Donc au final je me retrouve avec 2%. En réalité de 10, j'ai versé 10%, donc les 8% ils vont où? Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça m'énerve. Donc je sais, donc en tout cas, on est sur un coup de gueule. On va commencer tous les Cafés Lossette par un coup de gueule sur la fiscalité des spectacles en France. Et on commence avec l'épisode 1, Paul Taylor. Paul Taylor crie sur la SACD. Ah non mais je comprends, le concept est bien. C'est pour protéger les artistes contre des producteurs, des bâtards qui disent ou des metteurs en scène ou des co-auteurs ou des trucs comme ça. C'est pour protéger l'auteur en fait du truc. Sauf que quand t'es l'auteur, t'es le comédien, t'es le producteur, t'es tout. Ça fait mal au cul en fait. Mais c'est rare. Ça me dérange pas de payer en France, des impôts. Dans l'histoire des spectacles en France, je pense qu'il y a eu 3 spectacles en tout qui ont été
mis en scène, écrit et joué par une seule personne, quoi. C'est très nouveau, quoi. C'est En gros, c'est théâtre. C'est en très gros, théâtre. tu vois, moi, un des trucs quand j'ai commencé à aimer le stand-up qui m'a vraiment marqué visuellement, c'est à la fin des spectacles quand il y a écrit Written and performed by. Bah ouais. Voilà. Et by est le même nom et c'est en fait écrit et fait par et mis en scène par et c'est une personne qui est prévue, quoi. Depuis 20 ans, 30 ans, je crois. Tous les spectacles anglais, américains, c'est written and performed by l'artiste, Ouais. executive producer, l'artiste. Bah ouais. En fait, tu fais tout et oui, c'est pas forcément le cas en France. Après, chaque pays son système. On va en parler. Tu rentres quand même d'un tour d'Europe, des clichés, des choses comme ça. On va en Ouais, parler. c'est juste. Bref, je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi les gens ils essayent de faire des évasions fiscales en France. Les grands patrons de boîtes, les trucs. Je comprends En fait, c'est le débat éternel de est-ce qu'on doit. Non, mais tu vois, c'est un débat de est-ce que tu dois. Enfin, ces mecs qui s'en vont parce ou qui font de l'évasion fiscale. Ouais. Est-ce que la France est un problème enfin, tu vois, parce qu'on n'arrête pas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de c'est que en France que ça existe, ce Ouais. truc-là. Bah, Parce que même pour le foot, moi j'avais réfléchi pour le foot, c'est impossible, par exemple, d'avoir une bonne ligue de foot tant qu'on n'a pas soit des ultra-milliardaires, quasiment un pays, c'est-à-dire le Qatar, il y a un pays qui est derrière le PSG pour le mettre à un niveau d'un club comme le Real Madrid où il n'y a pas de. Enfin, en gros, il faut énormément d'argent en France pour créer. Et je sais pas à quel point c'est un problème ou pas. Est-ce que ça fait de nous des gens qui résistent à l'ultralibéralisme ou est-ce que ça fait de nous des gens bizarres? Je sais pas. Je sais pas, je me pose la question parce qu'en fait, si tu veux, déjà le truc qui m'énervait à la base, quand j'ai commencé ce métier temps plein il y a 3 ans et demi, 2015. 3 ans et demi. Ouais, c'est 3 ans et demi. Ouais. Ouais, 3 ans. Putain, je suis nul en maths là. Bah, on est en 2019, ça fait entre 3 Ouais, ça va faire 4 ans ouais. en mai. Donc quand j'ai quitté, tu sais, je faisais les plateaux au Paname 2 fois par soir, 7 fois par jour, 7 fois par semaine. Pendant 6 mois et tout est au chapeau. Quand j'ai commencé mon spectacle au Sogymnase dans la petite salle de 50 places, c'était au chapeau et la vie était belle. C'était genre ok, je comprends. Après, logiquement, je déclare cet argent-là et je suis imposé dessus. Cool. Ce système-là m'allait parce que dans ma tête, c'était en fait, tu gagnes de l'argent, tu le déclares, tu payes des impôts. Ça m'allait jusqu'au moment où à un moment donné on a dit c'était avant que je rencontre ma productrice, c'était genre oui, pour que ça soit pour qu'on puisse vendre des vrais billets plutôt que truc chapeau, il faut que tu aies un cachet, faut que tu sois payé correctement officiellement. Je dis ok cool machin et là j'apprends que en fait quand ils te versent un cachet de 100 balles, en fait, la compagnie qui te verse le cachet, eux, ils payent 200 balles. Parce qu'il y a la moitié qui part au gouvernement pour le jour où tu travailles pas. Et quand tu travailles pas, et si tu as assez d'heures dans ton truc d'intermittence, ils te reversent une partie des 100 euros. C'est pas tous les 100 euros. Donc en fait, c'est genre un père qui te donne de l'argent de poche. Je dis bah ok, j'aime pas trop ce système parce que j'ai envie de gérer moi-même mon argent, donc je vais créer une entreprise et facturer les 200 euros. Comme ça, moi, l'entreprise, elle gagne 200 euros. Et nous, on paye nos taxes d'entreprise derrière qui ne sont pas 50%. Tu préfères payer en tant qu'entreprise qu'en tant que personne, quoi. Ouais, parce que ça coûte moins cher. Et alors, il y a le moins cher, mais il y a le côté, j'ai l'impression aussi qu'il y a le côté anglo-saxon. J'ai l'impression j'aime pas être paternalisé par l'État, quoi. Ouais. J'aime pas que l'État gère Paul Taylor. Tu vois, si elle gère une entreprise, ça va, mais j'ai pas envie qu'elle gère Paul Taylor en tant que personne, quoi. J'ai pas besoin d'aide, en gros, j'ai un peu l'impression, quoi. Genre, laissez-moi tranquille. Bah, c'était la même chose quand j'ai démissionné. Quand j'ai quitté mon boulot, je fais une blague dessus depuis le début. Quand j'ai quitté, tout le truc de toucher les assédiques, que les Français, quand je disais je démissionnais, ils me disaient ouais, touche les assédiques et tout ça. Faut être viré ou demande cette rupture conventionnelle. Et quand j'ai commencé à comprendre le système, je me suis dit mais c'est incroyable comme ça peut choquer vu de l'extérieur. Comme système. Nous, on a du chômage, mais on avait fait la recherche quand on avait fait quand on a fait l'épisode What the fuck sur le monde du travail. Quand j'ai fait des blagues là-dessus et quand j'ai fait les recherches des 2 pays du site de gouvernement sur les taux de chômage, effectivement en Angleterre c'est genre pendant 3 mois maxi et je crois que c'est 600 euros par mois maxi que tu peux gagner, peu importe si tu gagnes 50 millions ou... Mais c'est pas bien qu'on protège plus longtemps en France, si, quand même, hein. Non ouais,
Oui, en fait, ça dépend. Oui, je crois que oui. En général, je suis pour tout ce truc de quand tu travailles, tu cotises de l'argent pour des gens qui peuvent pas. Sauf que forcément, un système comme ça peut inciter certaines personnes à dire fuck it, je travaille pas alors. Et je vais gagner de l'argent. Ouais, mais de toute façon, il y a un truc. J'ai lu un chiffre récemment qui m'a remis en perspective tout le truc du chômage. C'est que on dit souvent il y a 5,5 millions de chômeurs en France. Ok. Mais ce qu'on dit pas, et le chiffre qui est pour moi beaucoup plus important, c'est qu'il y a 250 000 postes non pourvus. Donc c'est-à-dire que même si tous les gens qui sont au chômage prennent les postes de travaux qui sont disponibles en ce moment, il y a encore 5,2 millions de chômeurs en France où il y a objectivement juste pas de boulot. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas des feignants ou des gens qui disent j'ai pas envie de bosser, c'est des gens qui objectivement, il y a plus de boulot. C'est-à-dire que moi j'avais une blague sur scène en disant je m'engage à prendre le dernier boulot. C'est-à-dire que dès que, pour l'instant, parce que je considère que c'est pas un vrai métier entre guillemets ce que je fais, parce que c'est beaucoup de kiff. Et en gros, je dis, voilà. Ça arrête toujours le moment où ça arrête d'être du kiff. Oui, ça devient un boulot dans le sens work, genre boulot. J'ai pas envie de le faire, et ça c'est du boulot. Mais tu vois, j'ai jamais encore réfléchi au problème de taxes comme toi, donc ça veut dire que je suis encore assez pur de ce côté-là. Mais il y a ce truc de parce que j'ai pas encore. Toi, t'es un fraudeur direct. wow. On bipera à ce moment. Non, en vrai, c'est pas que je suis un fraudeur, c'est que je comprends. Et du coup, il y a ce truc de ce qu'on dit pas, c'est que juste il y a de moins en moins de boulot pour les gens et du coup, effectivement, si tu les aides pas ces gens-là, c'est la merde quoi, entre guillemets. Bon bref. Moi, ce qui m'énerve, c'est en fait, on revient en spectacle, c'est que si je fais la maths, je l'ai fait déjà, mais je me rappelle plus les chiffres exacts. T'as commencé toutes tes phrases par ce qui m'énerve depuis qu'on a commencé. Ouais, parce que j'ai eu des problèmes de métro tout à l'heure, donc il faut que je sorte cette énergie. Alors ça, pendant qu'il fait les maths, j'ai envie d'en parler parce que Paul devait arriver. Je lui dis si tu veux un café ou un thé, et tu m'envoies English breakfast with milk, donc un truc très précis. Je me suis dit ok, là c'est le Paul exigeant qui me parle, et après juste derrière il y a je suis coincé sur la 2. Tu sais, ça fait vraiment genre le mec qui me pile son thé, mais en même temps je prends le métro. Quoi. C'est clair. J'ai mes exigences, mais je suis bloqué sur la 2 quoi. C'est clair. Attends, 1100 plus 1400. C'est quoi 1100 plus 1400, c'est les nombres de spectateurs qui sont 3900 personnes. Je mets 3900 personnes. La moyenne de on va juste dire les billets les moins chers étaient à 20 balles. Donc 25 balles, on va dire. 25 balles. Ça fait 97 000 euros. Alors Paul pèse 97 000 euros sur 3 jours, déjà sachez-le, c'est quand même énorme. Sur 3 jours, tu fais les maths. Hein. C'est des maths, c'est le prix des billets x 3 casinos de Paris. Qui touche cet argent ? Parce que c'est pas moi qui le touche. Là-dessus, Paul a touché 300 balles. Et la production en général, on a perdu de l'argent. On était à moins, je sais pas combien. Oui, parce qu'il y a la pub. Après, il y a la pub. Donc, on enlève peut-être 20 000 euros de pub pour les affiches dans le métro. Ça reste quand même 70 000 balles qui partent. Où ça va en fait. Et c'est ça qui. C'est peut-être aussi Paul le moment d'avoir une petite discussion avec ta productrice. C'est ça. Non, mais parce elle est partie en voyage. Ouais, avec c'est ça. Elle est aux Bahamas en ce moment. C'est pour ça qu'elle était. Ouais, d'accord. Mais non, avec elle ça se passe bien parce qu'on se partage, mais on se partage les pertes aussi, donc du coup évidemment. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas de sens et en fait ça me dérangerait pas si le public avait pas la perception de putain, c'est un mec sur scène, il s'est fait 97 000 balles. Et après, les gens qui se disent ça, les gens ? Oui, parce que moi je me disais à moi-même, quand je regardais des gens sur scène tout seul, je me dis déjà quand tu vois les Coldplay, les groupes Muse, les gros groupes où ils sont 5 sur scène et ils font... la dernière fois que j'étais au Casino de Paris, avant que je joue, c'était pour voir Coldplay. Oui, je sais que c'est un groupe de merde et tout le monde déteste ça. J'assume, allez tous vous faire enculer. Et eux, ils sont 5 et eux, ils gagnent bien leur vie. Et là, je me suis dit, mais comment ils ont gagné de l'argent sur une date au Casino de Paris ? Ils sont 5 ! C'est ça ma question, parce que Paul Taylor, quand même, faut quand même en parler, parce que tu viens de lâcher Franglais, ton spectacle, ça fait 2 ans que tu le tournes, il a été dans 3 ans dans plein de pays, tu l'as fait dans plein de salles, grâce à toi d'ailleurs, en première partie, j'ai pu jouer au Bataclan, au Casino de Paris, au Grand Point Virgule, à l'époque où je faisais pas des... Enfin, t'avais fait le Grand Point Virgule, ouais, un mardi, tout au début, ouais. Un mardi. Ouais, je me souviens très bien, parce que je me souviens exactement du jour et tout, parce que c'était ma plus grosse salle à date, et j'étais un peu stressé quoi. Et du coup c'est un spectacle que t'as tenu longtemps,
Enfin, j'ai l'impression en fait qu'il y a eu la vidéo de la bise et que depuis, t'as eu un espèce de tourbillon qui vient de s'arrêter entre guillemets là Ouais. en lâchant le spectacle. Mais il y a eu 2 mini-séries, une série un peu plus longue, ton spectacle qui a tourné partout. Ouais. Et au final, alors on va parler de tout ça, de lâcher un spectacle, ce que ça fait et tout. Mais au Ouais. final, juste sur la thune, tu me dis qu'après ces 3 ans-là, t'es encore en train de réfléchir à la thune. Ça t'a pas mis sur des sphères de j'ai plein d'argent quoi. Bah non, je prends le métro toujours. Mais ouais, mais c'est. Mais je trouve en ça fait, étonnant parce qu'il t'est arrivé tellement de trucs. mais au point où je te dis que ça 3 m'énerve séries que le sur Canal, public, ouais, parce vas-y. que les gens, ils me voient dans le bus, je prends le bus tous les jours. Enfin là, j'ai acheté un scooter électrique. Je me suis permis ça parce que Tu fais ce je que me tu suis dit, veux, ok, Paul. cool, l'été c'est cool, c'est Mhm. plus vite, c'est moins chiant. Mais l'hiver, je prends le bus et le métro. Et il y a des gens qui sont surpris de me voir dans le bus et le métro. Il Quoi. pense que tu fais le mec en fait. Il fait style, il est proche de nous. Ouais. Non, c'est juste que Ouais. j'ai gagné ma vie, tu vois, dans le sens où j'ai démissionné de chez Apple avec un salaire assez élevé. Mm. En fait, le truc aussi qui est difficile, je sais pas combien j'ai gagné parce que tout est tellement en retard en termes de droits d'auteur, en termes de, il y a pas, tu peux pas dire ouais j'ai gagné ça en, Mais du coup, t'as pas changé ton lifestyle quoi. pas du tout non. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce que, il y a peut-être des petits trucs, je prends plus de Uber qu'avant. T'as aussi un peu pété les plombs au niveau coupe de cheveux en donné. T'as eu les cheveux jaunes quand même. Mais bon, Ouais, c'était- mais non, ça non, c'était pour la télé. C'était une blague. Mais ouais, non, franchement, J'aurais trop aimé si- te voir arriver là avec un blouson en cuir, genre les cheveux jaunes, de genre ouf. Ouais, j'arrive nouveau là. Paul quoi. Ouais, c'est Non, ça, non, t'as nouveau pas- Paul, nouvelle. Non, mais en réalité, je sais pas s'il y a des gens qui écoutent ça, qui débutent, qui veulent savoir un peu les secrets du métier. C'est que. Faites pas ça pour l'argent. Oui, éventuellement oui. Je crois qu'après, quand tu pèses comme un Gad Elmaleh, Oui, après non, mais- toi tu imposes tes trucs au Casino de Paris. Tu dis bah c'est un honneur pour vous de m'avoir chez vous. Là pour l'instant c'est le côté inverse. C'est genre bah je peux pas imposer. Je devrais peut-être, mais à un moment donné c'est si t'as envie de jouer, tu as envie de jouer. Est-ce qu'en même temps t'aurais envie de gagner autant d'argent enfin, est-ce que c'est pas mal finalement d'être avec les gens et d'être Oui, tu vois, ouais. genre, oui, ah, mais clairement. Mais moi, je suis. Même si je râle, en fait, je râle parce que l'argent, elle part quelque part. Et tu sais pas où encore. Hein. Et- C'est encore un mystère. Et je t'as suis pensé. seul sur scène, je l'écris tout seul, le spectacle. Je suis la seule personne, tu vois. C'est trop bizarre qu'effectivement, quand c'est ça, sur 97 000 € en 3 jours, parce que donc Paul a fini son spectacle franglais, tu as fini ton spectacle franglais. Ouais. Faut que j'arrête de parler de toi comme si je parlais à d'autres gens. Je suis en train de péter les plombs. Et T'es en train de parler je parle au canapé au imaginaire. en canapé, face, parce que ce que au vous ne savez public. pas, c'est que Paul tu viens de finir ton spectacle Ouais. franglais. Et tu as fini sur 3 casinos de Paris, donc 2 complets et un quasi complet. Ouais. Et au final, sur effectivement toute cette recette-là, bon, tu sais pas trop où ça va, quoi. Non, ouais, Et c'est c'est un ça. peu un mystère que Ouais. j'ai l'impression qu'il y a un truc admis de bon, bah c'est pas grave. c'est comme ça. Si le spectacle était gratuit à l'entrée, Mmh. j'aurais dit ouais cool. C'est juste que la perception des gens, ils vont se dire, en fait c'est plus la perception dans le milieu. Enfin tout le monde le sait plus ou moins. Enfin les gens qui ont des producteurs, des co-auteurs, des trucs comme ça, ils savent que enfin c'est vraiment pour les grandes salles, on a gagné plus d'argent en jouant au Sentier des Halles pendant 3 mois 2 fois par semaine que et ça touche même pas le nombre de spectateurs Ouais, le c'est trop Sentier des Halles c'était 100 places donc t'imagines pour faire 1004 bizarre. il aurait fallu jouer 14 fois. En une fois, tu fais 14 dates au Sentier des Halles. 14 Sentier des Halles et en 14 Sentier des Halles tu te fais plus d'argent qu'en une fois au Casino de Paris, beaucoup plus, parce que la salle elle coûte cher. Après c'est pas juste un mec de sécu, il faut embaucher 14 mecs de sécu. Oui, il y a tout un truc. En mais ça, plus, c'est compréhensible, plus. chaque connard qui prend la billetterie prenne un pourcentage de la billetterie, la Fnac, Digitic, le Casino de Paris, enfin tout le monde prend sa part en fait. Et au final, tout le monde gagne bien sa vie sur tout le théâtre, je crois que c'est eux qui se font le plus de thunes. Parce qu'en fait, toi tu loues le théâtre, je sais pas combien, mais eux ils se font, je crois que c'est mais quand même la un salle. plaisir d'y jouer, non? Parce que là on est beaucoup Bien sur les sûr, chiffres et tout, bien genre, mais sûr. on va Ouais, quand même parler de c'est kiff un vrai. petit peu. Parce que encore une fois, là où je voulais en venir, c'est que après Ah non mais c'est des incroyable. centaines de représentations et tout, parce qu'en 3 ans quand même, encore une fois, c'est 2 mini-séries, c'est une grande série, enfin c'est quand même beaucoup de choses en 3 ans. Et Ouais. déjà le sentiment quand tu lâches un spectacle, c'est quoi là? Parce que moi j'ai l'image de Bill Burr qui joue au curling, et tu sais quand il parle de sa religion, et Oui, au moment et qui où la lâche main sa lâche religion. l'objet et que l'objet glisse sur la glace et que toi ta main est là, est-ce que t'as l'impression d'avoir lâché la boule de curling, quoi? Et qu'est-ce que ça fait surtout? Parce que ça fait 3 ans que t'es avec ce spectacle. Ouais, ça fait 3 ans.
En fait, c'était en plusieurs étapes le sentiment, et c'est toujours pas fini parce que la version vidéo n'est pas encore sortie. Une fois que ça c'est sorti pour de vrai et c'est accessible au plus grand nombre de gens possible, là je crois qu'il y aura un truc. Là pour le moment, je me sens pas, parce qu'en fait, si tu veux, il y avait un sentiment à fin mars de l'année dernière quand j'ai capté le spectacle à la Nouvelle Ève. C'était la dernière après 3 mois. Il y a eu la Nouvelle Ève aussi, ouais. À la Nouvelle Ève. Là, on l'a capté, et là, là, il y avait un sentiment de c'est la fin, parce que je savais que cette captation-là, c'était celle qui allait probablement rester pour toujours, quoi, sur la télé, YouTube, DVD, peu importe. C'est la concrétisation de ce spectacle. Donc, j'ai eu ce sentiment-là un peu de lâcher le truc, de dire ok, c'est fini. Sauf que là, j'étais toujours en tournée un peu partout, et donc la dernière fois que j'ai joué à Paris, c'était le 31 mars 2018. Donc ça faisait 9 mois que j'avais pas joué à Paris. Donc en même temps, il y avait tellement un trou entre les deux que ça m'a fait bizarre. C'était plus un soulagement, parce que j'en avais marre aussi de jouer le spectacle. Syndrome Amy Winehouse. Hein ? J'en parle souvent du syndrome Amy Winehouse. C'est ce truc de, à la fin, t'as plus envie de dire ce que t'es en train de dire, mais t'as été booké pour le dire, donc tu le dis, mais t'en peux plus de le dire, quoi. C'était ça, parce qu'en fait, et c'est ça la difficulté de notre métier aussi. Je sais pas si c'est plus en France qu'ailleurs, parce que en France, le cycle de spectacle dure plus longtemps qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Et ta vie, elle change. Tu vois, par exemple, là, pour le deuxième, je suis en train de penser à ce que je vais vouloir dire. Sauf que dans 4 mois, je vais être papa. Donc, félicitations! Hey, merci! Je vais créer un autre français. Est-ce que tu l'attends, ce moment d'applause, quand tu vas remonter sur scène, je vais être papa, et tu vas attendre le public qui fait... Ils applaudissent, hein, quand ouais, je crois que je vais juste dire fermez vos gueules. Non, je sais pas, ouais, forcément. Après, j'aime pas surjouer les trucs pour jouer. Je viens de me marier. Oui. Et le mec, en fait, ça fait 4 ans qu'il vient de se marier, tu vois, mais parce que ça fait 4 ans qu'il tourne le spectacle et les blagues sont bonnes sur le mariage. Tu vois, moi, j'ai tout un passage que j'ai envie de roder là, sur le fait que je me suis marié en 2 fois à 1 an d'écart à cause d'un problème de passeport. Qui est assez marrant, tout le truc de l'administration britannique et irlandaise et française, les 3 ensemble, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, je me suis marié il y a 2 ans, mais je me suis vraiment marié il y a 1 an. Et donc c'est tout un truc, sauf que là, je vais commencer à tester cette histoire-là sur scène. Et dans 4 mois, ma vie va complètement rechanger. Et ça me fait chier ça me fait chier de mentir au public, de dire oui, je viens de me marier et machin, et qu'en fait c'était il y a 4 ans. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que la vie, elle passe plus vite que les spectacles. Et donc du coup, tu te retrouves à dire des trucs. Tu sais, le spectacle que je viens de terminer, je parlais de quand je suis arrivé en France il y a 9 ans. Et c'était il y a 9 ans. Tu vois, donc c'était des trucs où ok, j'ai envie de parler d'autre chose maintenant. J'ai d'autres histoires qui peuvent être marrantes. Mais ça, après, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'histoires qui vont venir d'observations qui vont rester. Enfin, il n'y aura pas que des trucs sur ton présent immédiat, quoi, je pensais. Non, et il y a surtout le fait que là, de toute façon, tu vas devoir. Enfin, je sais pas d'ailleurs à quel point tu as envie, c'est une autre question à te poser d'ailleurs, mais parce que là, tu vas devoir retester, retourner dans des plateaux devant des gens qui payent pas pour te voir, parce que tu as joué devant ton public beaucoup quand même. Et il y a ce truc donc là, il y a Paul qui vient là je suis obligé de parler à des gens imaginaires qui viennent de se mettre en tailleur d'une souplesse extraordinaire. Je m'attendais pas à ça. Non, c'est juste que en tailleur, ça veut dire comme ça la position. Ça veut dire tailleur, d'accord. Et pour moi, tailleur, c'était le costume. Tu l'as fait à une vitesse incroyable, quoi. Genre, je savais pas que deuxième spectacle, le gymnaste Paul Taylor. Mais du coup, il y a ce truc de. Tu vas devoir retourner sur les plateaux, et effectivement les gens savent peut-être pas ça, et c'est un truc qui est réel, je pense, c'est que il y a tout Paul Taylor que t'es, entre guillemets, les gens te connaissent un peu, t'es sur scène, t'as cartonné avec ton spectacle, tu l'as amené partout dans toutes les plus grandes salles, t'as fait des tournées, et pourtant là il y a une peur de retourner sur scène avec du nouveau matériel, quoi. Incroyablement, ouais. Et comment ça se fait, ça ? Parce que en fait c'est un sentiment, un feeling, comment tu dis ça, un sentiment, ouais, mais comment tu dis, putain, genre, un ressenti. Ouais, un ressenti. Il y avait un autre mot que je cherchais, c'est pas grave. Différent. Pendant que je jouais mon spectacle, ça fait plus ou moins 1 an que j'ai arrêté de faire les plateaux. Parce que j'avais l'impression que j'avais plus rien à raconter. En fait, si tu veux, mon spectacle était fait, il était là.
Et je voulais pas rajouter des trucs dans le spectacle parce qu'il aurait fallu que j'enlève des trucs du spectacle parce que ça faisait 1h15. Donc la captation elle va faire 1h09 parce qu'on a coupé un tout petit peu, on a coupé ce qu'on pouvait. C'est bien, donc, faut que ça soit un peu court. et je voulais pas que ça soit plus long. Ouais, je comprends. Mais il y avait des blagues dedans que j'aimais beaucoup, que je voulais pas que ça parte sans que ça soit diffusé quelque part. Donc je me suis dit, j'ai plus rien à tester pour intégrer dans le spectacle. J'ai pas envie de jeter des trucs, donc je vais garder. Le spectacle, il est figé. Et j'avais un peu peur de monter sur les plateaux et faire des trucs que les gens avaient déjà vus. Ouais, je comprends. Ou aussi, pour mon spectacle, c'était dur de sortir 10 minutes, genre de la minute 35 à la minute 45, sans avoir le contexte de tous les 35 minutes avant. Donc je me suis dit, bon, ça sert plus à rien que je fais les plateaux, ça m'énerve de les faire et je me sens mal quand je les fais. Donc j'ai arrêté de faire les plateaux. Et quand on m'a demandé, c'est sauf quand on m'a demandé, donc j'ai fait les plateaux quand on m'a demandé, ouais, est-ce que ça te dit machin, souvent j'ai dit oui. Et là je faisais, je sais pas, je me sentais bizarre de les faire. Et là maintenant, ça fait depuis début janvier que j'ai arrêté. Et là je recommence. J'ai pas encore fait un plateau depuis. Mon premier c'est le dernier One More, le 31 janvier. Ok. Et comme j'étais la première personne sur scène pour le premier One More, ils m'ont demandé si je voulais être la dernière personne sur scène pour le dernier One More. Donc ça m'a fait plaisir, donc ça c'est cool. Mais je me chie dessus parce que bon, mon spectacle il n'est pas encore diffusé, donc je peux sortir des trucs. Je crois que je terminerai sur un bon bout pour bien terminer le truc, pour que ça soit pas genre oui je teste jusqu'à la fin. Mais ouais, j'ai envie de tester des nouveaux trucs, mais je sais pas, je suis nerveux, ouais. Mais t'es nerveux comme tous les gens qui sont nerveux quand t'es dans un nouveau truc, sauf que t'es dans un confort depuis un an qui en fait, enfin un confort, c'est autre chose, mais t'as travaillé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ce truc d'aller sur des plateaux et de jouer, etc., c'est sûr que tu perds vite ce truc. Là, je suis parti 3 jours. Hier, j'ai pas stressé, mais tu vois, je me sentais un peu plus rouillé parce que ça faisait 3 jours que j'avais pas joué, donc j'imagine un an quoi, sans plateau quoi. Bah, bon. c'est aussi mais je crois que je me sentirais mieux dans le sens où, encore une fois, quand je faisais mon spectacle et tout se passait bien avec What the Fuck, et puis c'était vraiment j'avais peur de décevoir le public. Dans T'as le sens peur où, de décevoir ? Ouais, quand je passais sur les scènes, je dirais que une fois que ça avait commencé à exploser, je dirais que mon ressenti, c'est que la moitié de la salle savait qui j'étais quand je montais sur scène au Paname, au One More, au Dimanche Marrant, à tous les plateaux. Je voyais les gens me regarder genre ah cool, et ça chuchotait entre eux et c'était cool. Et donc du coup, j'avais pas envie de tester des nouveaux trucs pour pas qu'ils se disent ah il est bien en vidéo, mais sur scène c'est de la merde. Ah ouais, tu penses à ce qu'ils pensent ? Ouais, grave. Je suis faut trop. s'en libérer, ça je pense, non ? Hein ? Faut s'en libérer un peu, je pense. Mais maintenant, je crois que je peux, parce que je peux arriver sur scène et dire j'ai fini mon premier spectacle, je teste des toutes nouvelles blagues. Parce que j'avais peur d'arriver et dire je teste des nouvelles blagues. Parce que j'ai déjà vu des gens qui disent ouais, je teste des nouvelles blagues, mais arrête, ça fait 3 ans que tu l'as fait cette blague, ferme ta gueule. Et donc, du coup. Généralement, ce qui se passe pour ces gens-là, c'est qu'ils arrivent avec l'idée de tester, ils testent 2 phrases, ils voient que ça prend pas, ils paniquent et ils vont sur leur texte original, quoi. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais souvent, quoi. Ouais, et j'avais peur surtout d'arriver sur un plateau où il y avait des gens qui testaient pas, tu vois, qui faisaient leur bon 10 minutes de set de 10 minutes qui cartonnaient, et moi j'arrive en mode oui je teste des trucs et que je sais pas, j'avais juste ce truc cette pression, je sais pas pourquoi, de me dire ok, il y a mon spectacle. Mais est-ce que le but c'est pas de se mettre dans sa bulle et d'oublier ce que les gens vont penser de toi, ce que les autres moi j'y arrive pas encore, hein, donc je dis ça, c'est facile de le dire, mais là ça fait un nombre d'années que tu fais ça maintenant et t'as un spectacle qui a marché et tout. Est-ce que tu devrais pas aussi arriver en mode je m'en bats la race et je m'en bats la race. Je suis envieux des gens qui arrivent à faire ça. Mais moi pour moi chaque spectacle, peu importe que ce soit un plateau, que ce soit une scène ouverte, que ce soit peu importe, j'ai envie que je sois exigeant. Pour moi, que eux, si c'est la première fois qu'ils me voient, qu'ils se disent ah putain, ok, il est marrant ce mec. Et je sais qu'on peut pas. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, pour tester, quitte à tester devant un public qui me connaît déjà, qui sont venus voir le premier spectacle, que je fasse 45 minutes je sors mon calepin, un peu comme Louis C.K. il avait fait à l'Olympia quand il était venu il y a 2-3 ans. En 2016, ouais. C'était en 2016 ? Ouais, en août 2016. Putain, c'était déjà il y a 3 ans. Ouais, putain. 2 ans et demi, ouais. J'ai l'impression que c'était moins de ça. Nous on était tous là genre ouais c'est cool, il sort son calepin parce qu'on
En l'occurrence, c'était des blagues qui étaient déjà testées parce que je les avais vues une semaine avant à Londres, parce que j'avais vu son spectacle 2 fois. Et puis, mais oui, mais c'est ça, mais quand c'est quand t'as un public qui te connaît déjà et puis qui sont là, putain, je vais voir le nouveau truc qu'il a pas encore fait, je crois que c'est plus rassurant que des gens qui t'ont jamais vu et qui viennent voir et qui disent j'ai envie de... Je l'ai vu sur internet, parce que forcément sur internet j'ai eu beaucoup plus de visibilité que dans des salles de spectacle. Tu vois, on a compté les places, j'ai fait 45 000 billets c'est énorme déjà. Spectateurs en 3 ans. C'est énorme. Donc, déjà ça c'est énorme, mais quand, des millions de vues, oui, quand je me dis que je prends mon téléphone et je fais hey salut les connards machin, ça a plus de vues que 3 ans de spectacle. Ça vaut pas une expérience dans une salle. Non, mais si les gens ils sont habitués à me voir dans des conditions vidéo. Mais alors c'est ça que j'allais te dire juste après, c'est que non mais ça va avec très philosophique ce truc. Non mais c'est pas grave, mais enfin pour retourner un peu peut-être sur thème, mais avec quand même une question philosophique peut-être, mais il y a ce truc aussi de j'ai l'impression que ces 3 ans, quand je parle de la vidéo de la bise et que ça s'est terminé aussi aujourd'hui, enfin avec le Casino de Paris en un cycle, et peut-être en rajoutant un peu de temps sur le moment où la captation va sortir, mais entre guillemets toi t'es libéré de ce spectacle et de tout ça. J'ai l'impression aussi, et peut-être que je me trompe et si c'est chiant c'est pas grave, tu me diras, on passe à autre chose, mais qu'il y a aussi ce truc il y a le Paul Taylor, l'anglais qui arrive en France de What the Fuck France, qui a duré 3 ans là, c'était la boucle, et que maintenant que c'est fini cette parenthèse, il y a aussi cette peur qui vient de la peur de tester, la peur d'être après, etc. C'est le truc je vais devoir être Paul Taylor tout court maintenant, enfin tu l'es déjà pour beaucoup de gens, mais tu vois il y a ce truc il y a le mec qu'on a vu dans What the Fuck France, le mec qui a fait rire, et maintenant il y a ce mec en mode bon bah voilà, c'est fait, le spectacle qui va, parce que le spectacle est quasiment une histoire de What the Fuck France entre guillemets, tout est un peu lié quoi, tout est complémentaire, et aujourd'hui il y a ce truc je vais pas pouvoir être l'anglais qui arrive en France pendant 10 ans, donc maintenant il y a Paul Taylor, point final, la personne qui a une histoire, qui a un truc, et c'est ça maintenant que va falloir que tu donnes aux gens entre guillemets quoi, enfin que t'écrives entre guillemets quoi. Ouais, ça me là oui, là en ce moment je suis dans une mentalité, ça me dérange moins, le truc de passer à autre chose, parce que en tout cas je serai toujours l'anglais en France, comme Nikos Aliagas, il est toujours le grec, enfin tu sais c'est le grec. Tu te compares à Nikos Aliagas tranquille là. Ouais grave. Non mais c'est juste que lui il sera toujours considéré, même s'il fait pas moi je pense pas je pense que t'as clairement ce truc de plus être l'anglais en France entre guillemets quoi. Bah oui, mais après ce serait obligé, parce que comme j'ai grandi dans un autre pays, les trucs que je vais raconter, ça va forcément être il y aura toujours ce côté décalé. Et j'ai eu la chance que c'était un peu en fait si tu veux, si je suis pas ça, je suis un autre blanc hétérosexuel de classe moyenne dans la trentaine. Donc tu penses à te marketer toi, enfin tu penses au fait d'être une personne particulière, parce que moi en fait d'être un blanc hétérosexuel dans la trentaine, j'ai aucune spécificité et je compte pas en avoir plus, parce que si tu vas trouver tu vas trouver un style. En fait j'ai envie de faire mes blagues et de faire mon truc, et après les styles ils me les mettront sur la gueule s'ils veulent, mais ça sera pas moi qui décidera que tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie d'être le berrichon ou le mec je sais pas quoi, je suis une personne qui se trouve être de la couleur que je suis, quelle orientation que j'ai, qui machin dans un mais monde. moi j'ai pas fait ça non plus, ça arrive forcément avec ce que je racontais, c'était la boîte. En France on aime mettre les gens dans les boîtes. Ouais, mais les gens ils sont obligés de te mettre dans une boîte pour que ça soit vendable, pour que ça marche. Ah ouais, grave. Obligé tu crois? Bah je t'en connais un qui a bien réussi, qui est pas dans une boîte. Bah là ça serait quel que soit ce que je vais dire sera peut-être mal pris, mal interprété ou je sais pas quoi, je sais pas, mais par exemple oui, typiquement moi aujourd'hui un Jason Brokers qui est complet sur 5 dates à l'Apollo par semaine, et qui enfin pour moi depuis que je le vois au Jamel Comedy Club, depuis que je le connais un peu, fait juste stand-up pur, c'est pas le mec à la barbe malgré le fait qu'il ait une barbe, c'est pas le mec qui je sais pas quoi, c'est juste Jason Brokers qui fait des blagues quoi, je trouve. Par exemple, c'est un exemple. Ouais, t'as raison. Mais toi aussi t'es comme ça, je veux dire, c'est que il y a ce truc dans ton nouveau spectacle, les gens vont peut-être attendre du moitié anglais, moitié français, vont peut-être attendre de l'accent, et c'est à toi d'imposer, parce que tu parles beaucoup du fait de ce que t'attends des autres, et je pense que peut-être que toi là c'est aussi un moment où penser à toi purement, qu'est-ce que tu veux être, et en mode je suis Paul Taylor, alors après il y a mes origines, il y a le fait que je suis pas né en France, que je suis anglais, etc. Mais de pas penser que les gens attendent de toi d'être l'anglais né en France quoi, c'est à toi d'imposer ton style et ton rythme. Après c'est quelque chose que après j'ai pas du tout envie de parler de ça, je ferai pas ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est en fait c'est la difficulté en France, c'est que comme le stand-up c'est toujours
c'est pas vraiment un business. J'ai trouvé le mot que je cherchais dans le sens où je disais que c'est pas vraiment un art. En fait, c'est pas un business dans le sens où t'as pas des managers, des agents d'humoristes. Ça n'existe pas en France. Lorsqu'en Angleterre, aux États-Unis, t'as un agent, mais il s'occupe que. C'est pas genre pour la télé, pour les films, il s'occupe que des humoristes et de les booker sur des scènes. Et t'as pas le. Il n'y a pas tout un business autour. Pourquoi on n'a pas ça, tu crois ? C'est juste que c'est pas assez. On n'a pas assez de temps derrière. Oui, c'est ça. Ça va arriver. Nous, en fait, je crois qu'on se rend pas compte maintenant. Notre génération d'humoristes entre guillemets, tout le monde qui a, je dirais. Pour les gens qui commencent maintenant, qui disent ouais j'ai envie de faire du stand-up, je crois que ça va être beaucoup plus dur pour eux. C'est que toujours les premiers on galère, on en chie pendant longtemps parce qu'il n'y a rien plus grand que nous, il y a rien, on n'a pas de modèle d'exploitation ok, voici comment on doit faire en fait. Lorsque aux États-Unis tu peux dire ok, je comprends le système, je comprends l'hierarchie, je comprends qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'aille dans un comedy club, je fasse 5 minutes, ensuite je fasse 10, ensuite je fasse 20, ensuite je fais un spot sur Letterman et ensuite j'ai mon tu sais, il y a vraiment et pareil en Angleterre, il y a un système clair. Ici il y a chacun fait son truc. C'est un peu le Far West et ça va venir, je crois que ça va venir quand la télé va venir et puis au lieu de faire des spectacles genre à Montreux et des galas télévisés où c'est beaucoup de hey, on va jouer le clown, on va faire des intersketchs du moment où ça va arriver où c'est un mec qui présente une soirée mode stand-up comme tous les plateaux qu'on fait et qu'il y a des humoristes qui font du stand-up et il n'y a pas d'intersketch et que ça soit diffusé sur une grande chaîne et que tout le monde dise ah ok je comprends l'idée. L'émission de Kian derrière un micro c'est un peu ça d'ailleurs. C'est un peu ça, sauf que le problème avec cette émission là c'est que c'est vu par 15 personnes parce que c'est sur Canal+. Mais du coup c'est ce genre d'émission qui va bien quoi. Parce que le line-up était bon, c'était bien préparé. Ah mais incroyable, c'est exactement ça qu'il faut mais sur C8. Franchement, mais tu crois que je bosse avec Canal+, j'adore, ils m'ont aidé jusqu'à maintenant. Et ce que je vois avec Stéréotrip, ma série doc, c'est que je suis déçu. Juste parce que on a tellement mis d'énergie derrière avec Félix, le réal avec qui je bosse depuis 3 ans, que c'est juste vu par personne en fait, et c'est frustrant. Et je crois que Kian il doit se sentir pareil si c'était diffusé. Je sais pas parce qu'après moi il y a ce truc que je t'avais déjà dit et déjà j'ai l'impression avant de parler de ça, mais j'ai l'impression que déjà t'as un besoin quand même de tout ultra rationaliser quoi. Quand tu parlais de l'argent tout était clair, là comment c'est fait, t'as besoin, t'as quand même toi particulièrement un besoin de savoir où ça va et de comprendre quoi, et c'est quasiment tu vois, j'ai l'impression que moi aussi d'ailleurs j'ai un peu ce problème mais je pense que déjà on a peut-être un besoin aussi d'un peu de lâcher prise entre guillemets, de profiter de chaque micro pour faire rire et de se juste penser à fait qu'il y a des gens pour rigoler fort et tu vois essayer de voir ce que ça fait en pensant comme ça. Mais je dis ça alors que je suis pas du tout, j'y arrive pas tout le temps et que j'ai besoin de travailler sur moi pour être comme ça, mais je pense qu'on a aussi besoin un peu de lâcher prise et de se dire bon il y a un micro, des gens, vas-y on va les buter de rire et on va voir ce qui va se passer après quoi, au lieu de penser à l'après tout le temps etc. Mais je comprends. Et toi c'était où l'autre jour que je t'avais entendu que ça faisait 2 ans et demi? 2 ans et demi, j'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus. Ah oui? Ouais. On se connaît. En fait, la première personne que j'ai connue dans le stand-up, c'était Alexandre Cominex. On l'a dit parce que je l'ai connu avant en bossant. Mais après, la plus vieille personne que je connais dans le stand-up, c'est toi. Et on se connaît avant que j'en fasse. Donc peut-être que c'est pour ça que t'as l'impression que ça fait longtemps. Ouais. On se connaît depuis 3 ans et demi, je pense. Nous. Mais donc, et j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Parce que what the fuck, on a commencé en septembre. Je me rappelle plus quand on a commencé à bosser ensemble là-dessus. J'avais l'impression que c'était sur les premiers épisodes quasiment. Et là, tu venais de commencer. J'ai commencé en juin, quoi, début juin de cette année-là. Ouais. Et toi, qu'est-ce que toi t'as senti comme changement en toi-même et aussi le milieu et le métier depuis 2 ans et demi? Bah en fait, moi déjà, c'est ce que je disais avec Paul. En moi-même, je sais pas. En gros, moi, je vois vraiment ce truc de stand-up, mais c'est comme ça que cette discipline ou cet art, ça dépend comme on la voit, mais m'a changé le cerveau. C'est que, en fait, moi. Personnellement et moi en tant que stand-upper, faut que j'en parle souvent de cette image, mais il faut que ça fasse un entonnoir en fait, et faut que faut que les deux se rapprochent. Tu sais, les entonnoirs. Entonnoir, c'est ce qui permet. Ah oui, faut que j'explique entonnoir. Ça Sorry. Non, c'est I cool. don't speak French. Quand on veut verser un liquide, ok, je vais essayer de trouver. Ah le truc, oui d'accord. Quand tu veux genre verser un liquide dans une bouteille, et que t'as pas envie d'être précis, tu fais ça. Oui, il y a un entonnoir. J'ai compris. Funnel. Et je pense que il faut que un funnel pour nous. C'est comme un tunnel, mais un funnel. Un funnel. Ok, donc le funnel. Et je pense que
moi dans ma vie et moi sur scène, ça doit se rejoindre à un moment donné. Et mon travail, c'est aujourd'hui de devenir un meilleur humoriste et devenir une meilleure personne en même temps, et ça doit aller ensemble, quoi. Parce que pour moi, plus t'es honnête avec toi-même, plus t'es clair avec toi-même, plus t'as résolu le conflit, entre guillemets, plus tu te connais et plus tu peux être drôle parce que t'es libéré, entre guillemets. Et je pense qu'il y a quand même une relation quasiment animale entre le public et toi, et je pense que les gens comprennent tout de suite, ils ont affaire à quelqu'un qui est pisse, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux être torturé, tu peux avoir plein de problèmes, je résolverai jamais tous mes problèmes dans ma tête, mais à ce côté j'essaie de m'apaiser, j'essaie d'être une bonne personne, et du coup j'ai l'impression que ça va, donc personnellement en tout cas j'ai l'impression que ça m'améliore en tant que personne et en tant qu'humoriste, quoi. J'ai l'impression que ça va ensemble. Et après le milieu, je sais pas si je peux le milieu, moi tout ce que je sais c'est que ça toi t'es plus dedans que moi dans le sens où je sais pas ce que ça veut dire en fait. Une fois que t'as ton spectacle, tu sors un peu du vrai milieu stand-up, comedy club, tu fais des plateaux. Mais moi ça, après toi c'est ce qui t'est arrivé et ça je trouve ça cool. Oui, après il y a plein de gens qui arrivent à faire les deux. Moi je commence à comprendre l'exaspération d'Adrien quand on lui demande quand est-ce qu'il fait son heure, mais en même temps bon peut-être que je la ferai avant lui, mais ce truc moi c'est le truc de résidence, et moi en gros, si un jour j'ai une heure de matériel et que j'ai envie de l'arranger pour faire 3 mois un peu en tournée de 3 dates à Paris et puis machin, ok, mais tenir un spectacle aussi longtemps et ne sortir des comedy clubs, moi pour l'instant, et peut-être que ça changera, c'est inenvisageable en fait. Je peux pas m'imaginer ne pas jouer au Paname ou dans les nouveaux plateaux qui s'ouvrent ou des trucs comme ça. Ça serait absurde pour moi parce que c'est ça ma vraie vie en fait, c'est ça que j'aime, quoi. C'est aller dans les plateaux le soir, tous les soirs, et de voir ce qui se passe, quoi. Du coup je m'imagine pas faire ça, et du coup le milieu il a changé oui et non, c'est-à-dire que moi depuis 2 ans et demi, ça fait 2 ans que ça marche plutôt pas mal, enfin que ça me permet d'accéder au plateau, et en fait je vais au Paname 3 fois par semaine, et puis je vais sur les autres plateaux, et en fait c'est quasiment moi j'essaie de m'améliorer, mais sinon je vois pas une grosse évolution, sinon le fait que en 2 ans et demi j'ai vu toi bam sortir du, il y a vraiment ce truc de l'élu entre guillemets tous les 6 mois entre guillemets, tu vois, il y a toi qui est sorti, bam, t'es parti faire des trucs, il y a eu Roman, là il y a Jimo, il y a ces gens où on voulait voir partir, Jason ça avait déjà commencé, mais tu vois ce truc de ok c'est parti pour lui, donc je vois des potes en mode ok toi on était sur les plateaux et là bam ça y est t'es en train de monter vite, mais le milieu en soi tu sais moi le truc d'Adrien, je comprends tout à fait ce truc de en fait tu sais, parce que les humoristes américains anglais, avant qu'ils aient 1 heure, ils font 20 minutes, 10 minutes pendant 15 ans. Sauf que la différence, c'est qu'en France, il n'y a pas de comedy club. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de réseau de comedy club. Il n'y a pas de réseau, quoi. Il y a le Paname, il n'y a pas de réseau. Il y en a un, c'est le Paname. C'est le seul. Et ça, en réalité, c'est un comedy club, mais c'est pas un comedy club au sens. Non, il n'y a pas les tables. C'est juste des plateaux qui sont hyper cool, mais il n'y a pas de structure derrière les plateaux, de dire ok, c'est 4 humoristes, ils vont faire le show de 18, 19h et 20h le même soir, et le lendemain ce serait, tu vois, en fait, bref, c'est des plateaux organisés différemment, mais c'est le seul truc qui ressemble à un comedy club dans toute la France. Et la différence aux États-Unis et en Angleterre, c'est que comme tu as un réseau, en fait tu peux faire en fait déjà il y a un présentateur qui fait 5, t'as un autre qui fait 15-20 et t'as un troisième qui fait 40 minutes, et donc c'est vraiment hiérarchiquement ces 3 gens là et en fait tu vas dans un comedy club un week-end, tu fais le jeudi 2 fois, le vendredi 2 fois, le samedi, et ensuite tu pars dans une autre ville et tu fais ça, et tu peux bien gagner ta vie, et tu vois pas le même public et les mêmes gens autour de toi, les mêmes humoristes derrière les rideaux. En fait tu vas dans tellement d'autres villes, et il y a tellement d'humoristes en Angleterre et aux États-Unis, c'est que t'as pas ce truc de les gens ils te font chier, alors quand est-ce que tu fais ton heure, au bout de 20 ans peut-être ils commencent à dire là tu fais les mêmes 20 minutes depuis 20 ans, ça en fait qu'est-ce que tu fais, mais en général dans les endroits où, et en gros c'est ça qui manque en France vraiment. Là je suis allé voir Rory Scovel à Amsterdam dimanche. Dimanche j'ai quand même fait fin fond du Finistère, Amsterdam dans la même journée pour aller voir Rory Scovel, et en fait je suis halluciné parce que en fait Amsterdam il y a déjà 4 comedy clubs dont celui où je suis allé. Et en fait, effectivement, c'est 100 places et c'est des chaises, tables avec des gens en fait qui viennent, ils restent entre potes, mais au milieu de plein de gens. Donc c'est comme un bar, sauf que pendant 1h15, il y a un spectacle. Donc c'est vraiment incroyable. Et
voir Rory Scovel dans ces conditions-là, ça a été exceptionnel. Et effectivement, un comédie, s'il y avait un réseau comme ça en France, ça serait cool. Ouais. Mais bon, bon, pour l'instant, il n'y a pas. Donc non, je crois qu'en 10 ans, je crois que 2030, il y aura, ça va être là. Et du coup, c'est pour ça que je disais. Tu changeras ta façon de faire si c'est ça. Enfin, toi, t'aimerais avoir un réseau de comedy club plus qu'un spectacle longtemps, ou t'as fait ce que t'avais envie de faire? Moi, j'aimerais. Je sais pas en fait. Je sais pas. Je crois que j'aimerais le côté avoir des comedy clubs partout pour pouvoir retester. Tu sais, quand Bill Burr, il se met à écrire un nouveau spectacle, il fait tous les comedy clubs, il rentre dans tous les comedy clubs un peu partout, et puis il teste. Et c'est ça qu'il faut. Il faut des lieux dédié à l'humour. Il y a rien d'autre qui se passe là-dedans à part de l'humour. Le Comedy Store à Londres, le Comedy Store à Los Angeles, le Comedy Store, il y a rien qui se passe dans ces lieux. Là, le One More, très cool, mais c'était une fois par semaine, et le reste c'était un truc de musique. Cool, c'est pas un comedy club. Dimanche Marrant, lieu très cool, soirée hyper cool, mais il faut déjà il faut au moins 5 lieux comme ça à Paris où c'est que des comedy clubs, et c'est le seul truc qu'ils font. Et une fois que déjà à Paris ça commence, t'en fais 2 à Lyon, t'en fais 2 à Bordeaux, et de là tu commences à faire que ça soit le même réseau, la même chaîne de comedy club cool. Si c'est des trucs différents, parfait aussi, tu vois. Donc du coup c'est ça qui nous manque. Je crois que pour que le stand-up ça arrive à un autre niveau, parce que les gens à Clermont-Ferrand qui vont voir un spectacle, ils n'ont pas le choix d'aller voir. T'es obligé d'aller dans un théâtre où tu peux pas boire, et c'est théâtre. Avec le fait de pouvoir boire dans le lieu. Il y a pas un endroit où tu arrives, c'est un bar et il y a une scène. C'est rare. Et l'ambiance stand-up, c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est comme tu disais, les gens ils sont là, t'as des tables, t'es entre potes, tu bois des bières, tu manges même en même temps des fois des nuggets ou je sais pas trop quoi, des planches. Ça, ce serait ouf. Il faudrait la franciser, ce truc-là, le concept de tu fais les cafés-théâtres, ça existe déjà. Pas mal en France, les cafés-théâtres. Sauf que le café-théâtre, c'est théâtre. Et mais il faudrait que le stand-up, ça arrive dans ces trucs-là. Je dis faut que, j'en sais rien moi. On verra ce qu'il y a. C'est juste que de ce que j'ai constaté de plusieurs autres pays. Parce que là, toi, par exemple, qui viens de finir ce cycle dont on a parlé, tu vas revenir c'est le micro du coup maintenant. Enfin, la prochaine, tu pourrais aussi refaire un projet vidéo, par exemple, un projet de série, un projet comme ça. Mais toi, c'est le micro qui te fait envie là. Je sais pas en fait. Ok. J'ai booké des dates parce que je me suis dit faut que je fasse un truc. La peur du vide. Ouais. T'as eu la peur du vide. Ouais. Ah ouais. En fait. Pas la peur du vide, mais la peur du vide qui... Là, je dors plus depuis 2 semaines. Ah ouais. Je me couche en même temps que ma femme, minuit, 1h, même un peu avant. Et moi, je suis réveillé jusqu'à 4h du mat. Parce que mon cerveau, en fait, c'est le seul moment de ma journée où mon cerveau, il est tranquille. Où il n'y a pas quelqu'un qui me parle, il n'y a pas le bruit de la rue. Et t'as besoin de ce temps-là ? Ou t'as des angoisses? Moi, j'aime bien en ce moment. J'aime pas ne pas dormir. Oui. En même temps, je m'habitue pour quand le bébé arrive. Mais ça me permet de créer et de penser. Parce que là, jusqu'à maintenant, entre guillemets, depuis la bise, j'étais en mode autopilote. Derrière la bise, Canal+, il me propose un truc, j'ai intérêt à assurer le truc. Donc j'ai bossé comme un malade avec l'aide de toi et les gens sur What the Fuck France. Une fois que ça s'était terminé, ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire, genre en mode on veut que tu continues à faire des trucs. C'est là où j'ai pitché la série doc Stéréotrip. Mais entre temps, ils ont dit ouais, mais ça va prendre du temps à fabriquer, donc un autre programme court, go. Et c'est là où on a fait What's Up, le truc plus sur l'actualité, et que j'ai arrêté ça pour vraiment bosser plus sur Stéréotrip. Donc c'était en mode un peu ok, il faut que je crée, j'ai cette pression de créer des trucs. Et là t'es sorti du tunnel, c'est ce que je disais, et là du coup t'as le vide. J'ai le vide et... Mais le vide, pendant le vide, tu te dis c'est le micro qui... Enfin, t'as le vide et quoi du coup? C'est le premier truc. En fait mon cerveau il mouline toutes les nuits là, et c'est genre ok, cool, en fait ce que je devrais faire c'est que là le spectacle il va probablement sortir en vidéo mars-avril. Ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'ai des billets déjà en vente pour le 2e spectacle, ou au moins le rodage du 2e spectacle, pas trop longtemps après ça. Donc ça, je mouline ça. Après, je dis ouais, l'affiche, elle devrait être comme ça. Mais j'ai l'impression que tu penses que au step de ta carrière et pas à toi.
sais, il faut que j'ai ça parce que ça sera pratique entre guillemets. Mais toi, Ouais. Paul, tu vois, genre est-ce que c'est, enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, en fait, quand t'es pris parce que je l'ai jamais vécu, donc c'est que de la supposition ce que je Ouais. fais. Mais j'ai l'impression que les choix les trucs que t'anticipes, c'est en fonction de comment ça va marcher, comment les gens vont penser, ce qu'il faut faire, mais que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas cette composante de attends 2 secondes, là, je suis Paul Taylor et en fait, je veux être stand-upper ou je veux me calmer pendant 6 mois ou je veux voyager. Il n'y a pas ce truc de toi, j'ai l'impression que c'est en fonction de Ça change toutes les heures. Ok. Là, depuis que j'ai arrêté et depuis que j'ai un peu plus de temps à respirer, on n'est pas en tournage, je suis en montage de mon spectacle, on est en train de faire les sous-titres pour ça, les voix off pour les stéréotypes enfin, je suis toujours un peu occupé, mais behind the scenes. Mais à un moment donné, je dis, en fait, ce que je vais faire là directement, spectacle, il diffuse, il y a des billets en vente pour le 2e, cool. Et 2 jours plus tard, je vais me déchauffer, je vais me dire, non. Ce que je devrais faire, c'est que je devrais essayer de répliquer le succès de la première truc, de faire une mini-série qui est en lien avec le 2e spectacle. Donc je vais commencer à penser à la mini-série que j'ai envie de faire. Et là, je me débranche. Je dis non, ça va prendre trop de temps. Fuck it. On va faire un film. Je vais écrire un film. Et puis, en fait, du coup... Tu unplug parfois quand même? Non, oui, quand je bosse, en fait. Ok. C'est là où j'ai l'impression, quand j'étais en tournage ou sur le spectacle... C'est là où j'ai pas de temps de penser. Ok. Et donc du coup c'est bizarre de le dire, mais même si je suis fatigué de tout, j'ai l'impression que je suis encore plus fatigué les 2 dernières semaines parce que mon cerveau il arrête pas j'arrive pas à déconnecter de je sais pas. Et le fait d'être bientôt papa, ça renforce les trucs ou pas? Ouais, bah ça aussi ça me fait chier. Parce qu'en vrai, c'est rare de parler à quelqu'un qui va bientôt être papa, surtout au micro, entre guillemets. Je pense que ça m'arrivera pas souvent. Et il y a déjà ce fameux truc de les pères se sentent pères le jour de la naissance, Ouais. ou les femmes se sentent mères au début de la grossesse. Ouais. Toi, là, pour l'instant, tu te sens père ou pas bientôt? Non, pas du tout. Enfin, non, tu Bah, l'es en pas, fait- donc normal. Mais tu te sens que ça arrive ou pour l'instant, c'est quelque chose dans le futur que... C'est que Comment t'envisages le fait d'être papa dans quelques mois, là? je pense à mon stand-up dans le sens où je dis je vais remonter sur scène pendant 3 mois à tester des nouveaux trucs, etc. Mais bon, ma vie elle va changer dans 4 mois, donc forcément il y aura des trucs que je vais vouloir parler de avoir un enfant. Après je vais pas devenir parce que tout a été dit 5000 fois de ouais j'ai un enfant et puis il me fait chier ou je dors pas ou voilà. Là, pendant 4 mois, tu pourrais commencer tes passages par... je crois que j'ai envie d'avoir un enfant et ça tombe bien parce que ma femme est enceinte. Ouais. Non, oui, je réalise et on sait pas encore le sexe, donc du coup je crois que là Vous voulez que ça soit secret? Hein? Vous voulez que Non, on veut savoir là maintenant là on a Toi, oui, ça m'aurait étonné. c'est que tu me le, dises que dix- tu- le toi, 19 février on T'es va savoir. anti-secret, toi, j'étais sûr. Je pose la question alors que je sais Ouais, vraiment que moi, j'étais sûr que tu voudrais pas te surprendre. Non, j'ai envie de savoir. On a tous les deux envie de savoir. On a déjà les T'as noms. une préférence? c'est bon. Hein non, pas vraiment. Non, peu importe. Ok. Parce que je sais que ça va être différent, tu vois, avec Mhm. avec une fille. Je sais que je vais être plus protecteur en tant que papa, Ok. forcément naturellement. Même si de nos jours, en 2019, pourquoi? Parce que voilà, ok, oui, je comprends. Mais bon, c'est naturel. Je crois que je serais plus protecteur avec avec une fille, avec un garçon. Je vais plus être chiant avec lui, je crois. Plus essayer de le Je pousser. comprends. J'ai une blague là-dessus que je fais souvent du fait que je parle souvent de Louis Junior, de machin, tu sais, et je parle jamais de ma potentielle future fille. Et en mode inconsciemment, je crois que je refuse de faire des blagues sur une potentielle future fille alors qu'un futur petit garçon, ça me dérange pas, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ouais. je vois ce que tu veux dire. Donc je crois qu'une fois qu'on saura le sexe, ça Devenir plus sera une autre étape. Là déjà parce que comme c'était les soldes, ma femme. Ouais, si quand Adeline, elle est trop marrante. Elle fait, on était là, l'échographie, on l'a plané pour savoir le sexe. C'est le 19 février. Elle dit putain, ça fait chier, les soldes sont terminés. Dans le sens où elle voulait acheter des vêtements pour le petit moins cher en solde. Mais du coup, les soldes vont être terminés. Et toi, tu lui dis, mais t'inquiète, Et j'ai donc- vendu pour 87 000 euros du de coup, billets. ouais, mais tu sais, en fait, on va avoir un bébé, en fait, c'est cool. Mais donc, elle était énervée là-dessus. Mais on a quand même commandé des trucs en solde.
En fait, c'est des trucs divers en plus. Donc en juin, ça fonctionne pas. Mais apparemment, quand le bébé est né, il a besoin de trucs chauds parce que. Tu lis des livres? Pas encore. Elle m'a acheté un truc papa débutant, mais je l'ai pas encore lu. Et tu vas le lire? La veille, je crois, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une question que j'ai envie de parce que Oui, non, il faut que je m'y mette. Enfin, il faut que je commence à me renseigner. t'allais te voir quoi. Un T'es peu. sous pression. Ouais. Donc. Parce qu'il y a ce terme de ma vie va changer et que je vois chez beaucoup de gens qui vont être parents. Et ouais, je crois que c'est un vrai changement. Hein. Oui, ouais. Et c'est ça aussi qui bah, en fait on sait pas le rythme, comment ça va changer, comment déjà ça faisait un moment parce que le truc au Paname au début quand j'étais là tous les jours machin, j'adorais l'ambiance après les spectacles on boit des bières, on parle et puis on parle d'humour, on parle de tout et c'était vraiment cool et je suis un peu sorti de ça une fois qu'on s'est mariés et du coup Adeline elle commence à travailler avec moi. On avait en fait on faisait autre chose, on était ensemble plus après pour débriefer des trucs et des choses comme ça, donc je suis déjà en dehors de cette ambiance de hey, on fait la galette des rois ensemble et tout ça et on fait le foot le week-end, je suis déjà plus dans ce truc là, donc je crois que ce sera moins un changement radical que de ce que je pense, mais oui effectivement on sait pas le rythme, si ça va dormir, si ça va pas dormir, et du coup tu dis ça déjà c'est marrant. Ouais, si le fait d'avoir un enfant pas ça le bébé. Compris. Mais juste avant que je commence mon spectacle, j'avais été faire un masterclass. Je ne me rappelle plus. C'était en banlieue parisienne, mais c'était Verino. La personne qui était genre question-réponse et tout ça. Okay. Et lui, il racontait que il était feignant avant la naissance de son premier. Et c'était à partir de ce moment-là où il a jamais autant bossé. Mais toi, t'as déjà tout donné avant de l'avoir. T'as déjà beaucoup bossé avant de l'avoir. On peut pas dire que t'es feignant. Non. Franchement. Je me trouve, mais je sais pas. Je sais pas comment ça va changer, c'est ça. Et après, j'ai pas envie après le truc c'est que ok tu commences à faire des blagues sur le petit papa tout ça et ça a déjà été fait par 1 million de personnes non seulement en France avec Verino, Seb Marx qui d'autre tout, oui, mais de toute façon, tout le monde Florence Foresti elle a fait tout un spectacle là-dessus et tous les Américains aussi, Louis C.K., Bill Burr maintenant son nouveau spectacle à Bill Burr, il y a plein de trucs de sa petite parce qu'elle a 2 ans maintenant et puis et donc du coup je suis. Tu penses à ton stand-up? Bah ouais, je suis là. Ok, j'ai pas envie de faire des blagues là-dessus parce que, à mon avis, tout a déjà été fait. Tu verras ce qui deviendra à ce moment-là, je pense. Ouais, chacun son expérience. Du moment, en fait, c'est ça où je me suis rendu compte aussi. Du moment où en fait, ce que j'ai envie d'améliorer vraiment, c'est raconter des histoires, storytelling. Ok. Parce que en 1 an. Si t'arrives bien à raconter des histoires, c'est facile d'écrire un spectacle du genre. Oui, mais après, tu l'écris au temps qu'il faut et le temps qu'il fait, etc. Ouais, mais aussi, ça t'empêche d'aller sur les plates-bandes d'autres personnes. d'être coupable ou de dire je vais peut-être penser au même sujet ou si tu racontes quelque chose qui t'est arrivé à toi, oui. c'est impossible c'est impossible que quelqu'un te dise que t'as copié sur un bien sûr, mais si c'est ce que tu ressens profondément vis-à-vis de quelque chose de non concret, c'est possible aussi quoi. Dire que moi il y a des trucs qui me sont pas arrivés mais que je ressens profondément sur si je parle de ce que je ressens au fond du fond, normalement il y a pas de stress hein, mais je dis ça mais bon après j'ai été c'est quoi le jeu what's the word j'ai été culpabilisé, non c'est quoi bref les gens m'ont traité de voleur de blagues de Louis C.K. Ah oui, il y en a une à toi récemment j'ai vu dans son spectacle. Mais non, bah oui, bon, ça va, on voit que tu l'as fait depuis plus longtemps. Ouais, mais en fait c'est même ça, c'est pas la question, c'est que moi je sais, j'ai les preuves que cette blague je la fais depuis longtemps, mais le public non, et le public s'en fout. Le public du moment où t'es un humoriste moins connu qu'un autre humoriste, c'est forcément toi qui as volé, même si la blague elle est sortie 2 ans plus tard. Et donc tu penses encore à ce que les gens pensent là? Oui, parce que après ça peut, tu sais, si les gens ils pensent que t'es un voleur de blagues, je pense que vu ce que tu dégages sur scène et vu le machin, je pense qu'ils voient que t'es une bonne personne. En vrai, il y a pas de stress à avoir là-dessus hein.
Ouais, Ça se peut-être. ressent Après, quand même. Il y a tu des sais, choses, parce qu'on essaie de mettre beaucoup de mots sur tout ce qui est de plagiat, tous ces trucs-là en ce moment. Honnêtement, les gens ressentent aussi vachement. Faut pas non plus. Ils voient les gens qui bossent, qui ont envie de faire des choses et qui parfois ont peut-être été inspirés d'un peu trop près, et les gens qui ont écrit en prenant des notes, quoi. Je veux dire, je pense que tout va bien, quoi, de ton côté. Faut pas Oui. stresser. Non, mais je stresse pas, c'est juste. Moi, ça me fait chier que des gens commentent sur mes vidéos. Hey, copy comique, Louis C.K. a fait cette blague. Et c'est juste que ça me fait chier parce qu'après tu peux dire à ces gens-là, tu peux répondre et dire en fait si tu regardes mon festival de Montreux d'il y a 2 ans ou 1 an et demi, la blague elle est dedans, donc forcément Louis à ce moment-là il avait pas son balance ton porc, il est pas venu en France, il est pas cette blague je l'ai depuis plus longtemps que lui, mais après ces gens-là tu vois après ils lisent ou ils lisent pas la réponse du commentaire et après en fait c'est juste oui I shouldn't give a fuck. Je pense que c'est contre-productif. Ouais, parce c'est que ça, je crois. les autres, they don't give a fuck. Tous les autres gens qui sont passés dans les vidéos là. Ça dépend. Après, chacun ressent le truc comme il veut. Il y a des faits. Le but, c'est de pouvoir se regarder dans la glace, je pense, à un moment donné. Hein. Ouais, on pense aux autres, mais le but, c'est si tu peux te regarder dans la glace, tu rebondiras toujours. Je veux dire, je pense que tu sens les gens qui peuvent se regarder dans la glace. C'est ce que j'ai répondu en message. J'ai dit, pour moi, les gens qui plagient on purpose, genre exprès, qui me volent une blague, si des gens qui un jour me voleraient une blague, je me dis, ils en ont besoin plus que moi. Et de toute façon, moi, je vais continuer à écrire. Des blagues, donc je gagnerai toujours le combat. C'est la réponse de Norm Macdonald à cette question-là d'ailleurs, dans une interview. Il dit ça. Il dit ça. Ouais. Il dit on a pris plein, j'ai rien à branler, j'en ai écrit d'autres, mais mais c'est très bien. Je pense que. Après, c'est juste l'inverse. C'est moi qui me fais. C'est si les gens ils volent mes blagues, ok, mais si c'est l'inverse, que je suis traité de quelqu'un qui. On a eu la même chose et ça me fait chier parce que ça arrive ça arrive pas sur le stand-up. C'était même avec comment dire avec Stéréotrip. J'ai pensé au concept, je me suis dit on va faire un documentaire, je me suis moqué de la France, donc maintenant je vais aller dans d'autres pays pour voir si les stéréotypes sont vrais ou pas, et on va tourner le premier en Italie en mode pilote qui est pas encore diffusé, on monte le truc pendant 3 mois, on monte ça à Canal, ils disent ouais c'est cool, c'est génial, tu veux faire quoi d'autre comme pays, on donne la liste, et là genre 1 semaine avant de partir pour le deuxième, on se rend compte qu'il y a un autre documentaire similaire qui existe, qui pareil. Oui, et puis il y a Conan qui part aussi dans les autres pays du monde. Enfin, je veux dire, après, on s'en fout. Je veux dire, t'as ton truc et tu le fais avec ta voix à toi. Et d'ailleurs, Stéréotrip, qui est quand même un projet de ouf aussi, t'es parti dans 5 pays. Et là, déjà, tu vas avoir un enfant qui va être français et pas. Si, il va être aussi anglais. Il va avoir ta nationalité. Ouais, français. Tu m'as dit que c'était peut-être une piste d'exploration pour ton prochain spectacle. Ouais. Il y a ce concept de nationalité, de culture et tout qui est quand même vachement pas pour toi aussi. Ouais, je crois que. Le spectacle, je crois qu'il y aura beaucoup de sujets autour du côté nationalité, citoyenneté. Parce que t'en penses quoi de ça ? Toi qui es un Anglais qui a vécu. Qui vit en France depuis 9 ans, qui n'a pas d'accent, qui peut se fondre dans la masse, mais qui parfois j'ai pas encore eu le temps de réfléchir exactement sur le sujet, mais mon truc tout de suite, c'est genre, ça sert à quoi en fait ? Ce truc d'avoir des pays, des citoyennetés, on vit dans un truc où le monde est tellement ouvert et tellement. Je crois que j'avais entendu t'en parler à Wari, je crois. Peut-être. C'est le truc de tu peux prendre un avion et t'atterris quelque part et ils disent non en fait tu peux pas. Mais moi ça me rend fou cette idée que. Enfin, c'est très nouveau. Aux États-Unis, je crois que tu en parlais. Partout, mais en gros, qu'on était dans un monde d'explorateurs avant où c'était dur d'aller quelque part, mais que si tu pouvais y aller, tant mieux, vas-y. Et aujourd'hui, on a fermé les grilles en mode on sait où tout est, mais on peut pas y aller, quoi. Ou alors pas le temps qu'on veut. Et encore, en étant français aujourd'hui et blanc, ça m'offre la carte du monde si j'en ai envie d'ailleurs. Mais le fait que les gens soient pas égaux devant le voyage, le fait que c'est devenu un business quasiment. Enfin, je sais pas, il y a un truc de. C'est déjà pour mon cas, c'est déjà bizarre que j'identifie comme un anglais. Je dis que je suis anglais parce que je me sens anglais. Pourtant, ça veut dire quoi se sentir anglais ? C'est ça en fait, c'est ça que j'ai envie d'explorer. D'où vient ce truc de rentre dans ton pays ? C'est quoi ton pays en fait ? Ton pays c'est là où t'es né, parce que si c'est le cas, t'as eu la chance que ta mère a ouvert ses jambes sur le territoire et t'es sorti. Donc oui ou non ? Mon frère il est né en Suisse. Mais il n'est pas suisse, il est anglais. Donc le truc de naître dans un pays, ça fonctionne dans des cas, mais pas dans d'autres. Ouais, le droit du sol, c'est pas partout. Ouais. Est-ce que c'est le passeport que tu as ? Moi, j'ai plus de passeport britannique, j'ai un passeport irlandais. J'ai jamais vécu en Irlande et j'ai vécu plus de temps en France que n'importe quel autre pays. Mais je suis pas français.
Donc déjà ça c'est bizarre comme. Mais après moi le truc c'est que quand j'explore vraiment cette question en moi, honnêtement, à part l'équipe de France de foot qui me fait péter les plombs, et ça je peux pas expliquer, mais c'est dans la petite enfance quoi, c'est Zidane qui m'a baisé le cerveau quand j'avais 9 ans quoi, et je te remercie pas Zidane parce qu'à cause de toi je crois que je suis encore célibataire et c'est à cause de toi, j'en suis sûr à 100%. Mais à part Zidane qui m'a baisé le cerveau et donc l'équipe de France, enfin tu vois, le fait d'être français aujourd'hui, honnêtement, quand on me parle, et je sais pas pour toi, par exemple quand il y a eu le Brexit, est-ce que ça t'a saoulé en tant qu'anglais ou en tant que personne qui trouve juste absurde que des pays s'éloignent les uns des autres? Enfin si tu veux, moi par exemple quand il y a eu le débat sur la Catalogne qui veut devenir indépendante, ou quand le Brexit veut sortir de l'Europe, pour moi si tu veux, oui tout le monde a des bons arguments des deux côtés si vous voulez, je sais pas quoi, moi juste on perd du temps dans le fait qu'à un moment donné il va falloir qu'on s'entende tous et qu'on discute quoi, parce que ça va pas, donc là le fait de séparer ça me fait juste un sentiment de putain on perd du temps. Mais honnêtement si je suis très honnête avec moi-même, je me sens pas français vis-à-vis des décisions de la France. Enfin, je suis un mec qui est dégoûté de ce que je vois un peu tous les jours, qui a eu de la chance énorme de vivre dans un pays. Ça fait 3 générations de suite que aucun de mes ancêtres s'est battu pour vivre là, parce qu'avant on se battait pour être là. Tu vois, avant c'était comment ça se fait que t'as le droit d'être là? Bah parce que j'ai toutes les dents de ton grand-père en fait. Donc voilà, ils sont autour de mon cou. J'ai les dents de ton grand-père autour de mon cou, donc c'est chez moi ici. Sauf que là, ça fait 3 générations qu'on est là en mode juste parce qu'on est là. Et moi, quand je vois aujourd'hui les situations des migrants et situations comme ça, j'ai envie de dire mais putain, mais il y a des mecs qui aiment le stand-up, etc., qui ont juste dû quitter leur pays. Et en fait, il y a un truc qui me rend fou dans la nationalité c'est juste une chance, entre guillemets, qui est absurde pour moi. On mérite pas d'être là, entre guillemets, quoi. Et du coup, effectivement, quand il y a par exemple eu le Brexit, je suis curieux de savoir comment tu l'as pris, parce que moi, à ta place, ça serait en mode, bon, bah, il y a un truc bizarre qui se passe, mais c'est pas en tant qu'anglais que je trouve ça bizarre le Brexit, en tant que personne, quoi. Est-ce que toi, tu l'as ressenti en tant qu'anglais, par exemple, ce truc-là? Est-ce que t'as eu honte pour ton pays ou des choses comme ça? Je trouve ça absurde de ressentir ça. Un peu, oui. Je trouve ça bizarre. Oui, en fait, c'est... Moi, tu vois, je vais même aller loin juste pour finir, mais demain, on élirait Marine Le Pen au pouvoir. Donc, le scénario catastrophe. J'aurais honte pour ce que ça veut dire pour le monde, mais j'aurais pas honte en tant que Français, quoi. Ça serait en mode, ah ok, donc même cet endroit-là dans le monde a pété les plombs, et il se trouve que je suis dans cet endroit-là dans le monde, mais c'est pas Louis le Français qui a honte qui est Marine Le Pen, c'est Louis qui pète les plombs de, ah ok, donc en fait, le dernier territoire qu'on pensait être un territoire... où les modérés peuvent garder un peu le truc, quoi, le progressistes modérés peuvent garder les liens, les rênes, bah c'est perdu. Mais je le verrais plus comme ça que oh mon dieu, je suis français, il se passe ça dans mon pays. Parce que pour moi, ça a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma vie, enfin bon, je sais pas trop, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est le truc de, je sais pas en fait. C'est pour ça que j'ai besoin de réfléchir sur le truc de citoyenneté et tout ça, parce que en fait. En réalité, pour devenir un citoyen français, il suffit juste que tu passes 5 ans ici. Mais en 5 ans, t'apprends pas que Serge Gainsbourg, t'apprends pas Charles Trenet, t'apprends pas tout ça. T'as pas la culture de 98, Coupe du Monde, tous ces trucs-là qui te rend français. Dans un sens, la partie de la culture. Et c'est pour ça que je sais pas si un jour je pourrais dire que je suis français. Même si j'ai passé plus de temps ici qu'en Angleterre, parce que... C'est bizarre, là tu viens de dire je suis français, ça m'a fait bizarre quand tu l'as dit. Redis, je suis français. Je suis français. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Non, ça marche pas. Et tout mon fonds de commerce, Non, mais c'est même pas ça, c'est juste... Arrête de penser à ton fonds de commerce, pense à toi. Ouais, mais je pense à moi, mais dans le sens où... Je sais pas, le côté... Je me sens anglais, tu sais, c'est... Si j'habite ici et je dis ouais je suis irlandais, les gens ils disent ok cool t'es irlandais. Sauf que dans le monde anglophone je peux pas dire ça parce que j'ai pas l'accent irlandais quand je parle. Et donc dans le monde anglophone si je dis que je suis irlandais, les gens ils disent mais non t'es anglais. Et tu sens le besoin de pouvoir trouver un mot qui va avec ta nationalité? Ça te manque de pas avoir une enfin parce que ça serait quoi si tu disais là Bah écoute, je crois que dans 100 ans on va plus avoir besoin de ça parce que on sera c'est pas tu viens d'où, c'est t'es quoi en fait. T'es humain ou t'es bi-humain truc ou t'es entièrement robot ou t'es alien. Enfin tu vois en fait à un moment donné la ségrégation va se passer mais ça va être les humains, les mi-humains, mi-robots et les robots tout court, tu vois. J'avais écrit là-dessus sur le fait que l'ennemi commun va bientôt devenir les robots et du coup on va s'unir un petit peu. Puis à un moment donné au lieu de dire dans le spectacle le stand-up dans 100 ans, je suis sûr qu'on va dire ouais tu viens d'où, tu viens de la région, tu viens d'un autre pays, ça va être t'es quoi toi, t'es humain. Alors toi tu chies en fait pour de vrai. Le caca sort de ton anus. Putain, ça doit être chiant. Tu vois, et puis après, t'as tous les robots qui rigolent, qui font ah ouais, on n'a pas besoin de faire ça. Donc, ouais, après, ouais, vas-y.
c'est une question intéressante de dire est-ce que j'ai besoin de mettre un mot. Non, mais forcément les gens ils ont besoin de quelques infos sur une personne pour se faire une idée via les stéréotypes de ce que tu es comme personne. Quand on dit tu viens d'où et ou c'est la première fois si c'était une réunion dans une salle et puis il y a plein de gens de plein de pays différents, forcément quand tu vas rencontrer quelqu'un il va dire je suis allemand, tu vas déjà avoir tu vas mieux comprendre son comportement, de peut-être être un peu plus carré, un peu plus suivre les règles, que si tu vas dire ok ça a du sens même si c'est des stéréotypes, il y a toujours une vérité derrière les stéréotypes et c'est ce qu'on a fait pendant 1 an et demi avec le documentaire, c'était voir ce truc de stéréotypes. Tout c'est toujours tout est toujours vrai, ouais. Ah ouais. Tout est toujours vrai. Mais il y a des différences et c'est il y a des différences qui est intéressant et c'est pour ça que ça dure 45 minutes les docus et c'est cool. Mais oui, effectivement, quand on dit ouais les Anglais vous mangez de la merde, oui, mais tu vois c'est non pas tout le monde, mais oui. Donc du coup quand tu sais quand je sais pas, quand je me prends un thé avec du lait à 10h le soir en rentrant, je sais pas, et puis il y a des gens en soirée et tout ça, oui, ils disent ah bah t'es anglais, bah bien sûr. C'est marrant ça, mais tu vois ce qui me fait marrer c'est que tu dis le fait que d'apprendre qu'il est allemand fait que je comprends mieux qu'ils suivent les règles, etc., qu'ils soient plus carrés. Et moi, je pense un peu, pas l'opposé, mais je pense que c'est le fait qu'on lui ait dit qu'il était allemand qui fait qu'il est carré, et qu'en fait ça t'enferme dans des paradigmes et dans des boîtes, et qu'en fait, typiquement là j'ai vu, avant que tu arrives, là je regardais des vidéos, et avant une vidéo il y a eu une pub, et la pub c'était faites un test ADN, et tu voyais des gens qui lisaient leur test en mode je viens d'apprendre que j'étais pas du tout ça, et en fait je suis ça et ça et ça, et je suis ému et tout. Jamais de ma vie je fais ce test, jamais de ma vie je fais ce test. Ouais, grave. J'en ai rien à foutre de savoir d'où je suis, qui je suis, machin. Mais l'important c'est moi à l'instant T, et d'essayer de devenir une meilleure personne à l'instant T plus 1. Mais le fait, je vais pas remettre en cause ma vie parce qu'en fait j'ai 50% de gens qui viennent de Hongrie ou qui viennent d'Amérique du Sud. Ça changera qui viennent de ce pays. T'imagines ? Ça dépend à quand. Tu vois, si c'était et là il y a 3 générations, on s'en fout parce que le monde a tellement changé dans 3 générations qu'on s'en fout. Et c'est un truc qui m'a perturbé aussi au Canada quand j'ai vécu là-bas, à Montréal. Et je crois qu'au Canada en général et aux États-Unis, comme c'est des pays pas très vieux, les gens ils ont du mal à assumer leur côté canadien en fait il y avait une fille qui bossait avec moi et elle disait qu'elle était irlandaise, sauf qu'elle parlait pas du tout comme une irlandaise, elle avait un accent américain, Amérique du Nord. Ses parents étaient nés au Canada. C'était son grand-père qui est venu de l'Irlande il y a 3 générations. Et tu te dis, en fait, ouais, mais non, t'es pas irlandaise. Parce que moi, ma mère elle est irlandaise, mais je peux pas dire que je suis irlandais parce que j'ai jamais vécu là-bas et j'ai pas je sais pas, je connais moins la culture irlandaise que française, tu vois. Et du coup, ça, c'était assez étrange ce côté nier, revenir. Tu sais, il y a des gens en France qui disent extrême droite là, qui disent oui, tous ces gens là qui sont nés en France, mais ils disent qu'ils sont pas français, qu'ils sont marocains, c'est des connards, il faut qu'ils rentrent, ils sont français, ils sont nés là, machin, et tu dis oui mais non en fait. Mais pas ça veut dire que limite, c'est ça, j'ai écrit une blague là-dessus sur la qui assument pas leur française, de Frenchness. Ouais, en gros, il y a ce truc de avoir une binationalité aujourd'hui dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je trouve ça vraiment vraiment très cool quoi. Et en fait quand je vois l'extrême droite ou les gens comme ça qui critiquent le fait les binationaux de pas choisir ou je sais pas quoi, mais j'imagine, moi je me dis, moi qui n'ai que dans mes générations Louis Dubourg, je pense que je suis depuis que je me suis rasé la barbe de près, je pense que je suis le fantasme absolu d'Éric Zemmour. Redis-moi ton Louis Dubourg. Oh là là, vas-y, remets-moi une fessée, tu vois, genre je suis vraiment, on peut pas faire plus français, je pense, entre guillemets. Je crois que des 3 générations que je connais, c'est même c'est Berrichon. Comme Paul Taylor, ça peut pas être plus anglais. Exactement. Et du coup moi je suis même Berrichon sur 3 générations au-dessus de ce que je sais. Donc vraiment c'est vraiment le centre de la France, c'est très très fermé. Et si tu veux, moi je m'en fous d'où je viens, etc. Comme je disais tout à l'heure, je suis cohérent vis-à-vis de ça, mais il y a ce truc de être affilié à un seul pays dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je trouve ça dur parce que moi, si demain c'est la merde quelque part, j'ai que là quoi. Alors qu'un binational, il a encore ce truc de pouvoir allez hop, je vais dans le 2e passeport que j'ai quoi. Moi aujourd'hui, honnêtement, ça prend feu en France. J'ai pas de visa quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc après, t'as toute l'Europe, mais bon. Et puis j'ai la chance que ça aille bien. Mais je trouve que la binationalité, c'est une richesse qui
Et c'est surtout un truc qui doit commencer à faire comprendre aux gens qu'à un moment donné, petit à petit, on doit être juste des humains. Enfin, C'est ça, ouais. ça a l'air con. C'est bizarre que. Ça, c'est vraiment bizarre que ça ait l'air con de dire on est juste des humains. Ça a l'air tout de suite Miss France un petit peu quand Ouais. je dis ça. Ouais. Tu sais, il y a un côté Mais un ça peu va bête. arriver, tu vois. C'est comme C'est bizarre, on blaguait là sur le stand-up, mais à mon avis, je crois que ça va arriver dans pas longtemps. J'écoutais le podcast de Joe Rogan avec Elon Musk. Ouais. Et lui, il disait ça va arriver très vite, le côté où on se mélange avec les ordinateurs. On est déjà là en fait. Moi, je fais déjà régulièrement l'amour à mon Mac. Hein. Bah, c'est ça, mais on est déjà là en fait. Lui, Ça mis mal à l'aise. pour Elon Musk, Désolé. non mais vas-y. Hein. Désolé. Elon Musk, il disait, on est déjà là. On a notre téléphone tout Ouais. le temps dans la poche. Bah ouais, dans la Et main même. on est à 1 minute 30 de trouver toute l'information qu'on a besoin. Si tu veux dire, ouais, il fait quelle température dehors, tu sors ton téléphone, tu regardes et en 30 secondes, tu demandes à Siri et t'as la température. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il dit, dans pas longtemps, en fait, c'est pas efficace. Parce que là, il faut que tu sortes ton téléphone de ta poche, que tu l'ouvres avec ton mot de passe, machin. En fait, dans pas longtemps, tu vas juste penser à l'info et toute l'internet sera déjà dans tes pensées. Donc tu penses c'est quelle heure et tu le sais tout de suite. Et je me suis dit ah ouais putain, et en écoutant ce podcast, j'ai fait ah ouais putain, ça peut arriver assez vite tout ça. Et après, encore une fois, on parle parce que moi j'ai l'impression que le changement va arriver vite et beaucoup, et j'ai l'impression qu'on va vivre des changements assez radicaux dans notre vie, Ouais. entre guillemets, je sais pas quand. Ouais. Et après, est-ce qu'ils vont arriver en mode comme ce truc de si tu te regardes tous les jours dans la glace, tu te vois pas grossir, c'est ça, ça va être plus comme ça, je crois. Ouais, Je crois que je sais pas, hein. Parce que là mais déjà, je déteste ce mot, mais j'essaye de plus du tout aller sur mon portable quasiment. Mais il y a encore ce mot de j'essaye de, c'est-à-dire que je suis quasiment plus un être humain quand je dis ça. ouais. Dire je suis infecté par la machine et en gros j'essaye de Ouais. me maîtriser pour ne plus toucher à cet objet que je pourrais laisser dans ma chambre en tant qu'être humain qui est libre de ses choix quoi. Et pourtant j'ai l'impression de pas être libre de mes choix vis-à-vis de ce machin quoi. Donc t'imagines dans 10 ans quand comme ils vont nous baiser Ouais. le cerveau. Mais Enfin, je crois que ça va arriver au fur et à mesure parce que aussi il y a tout le truc de loi et des trucs constitutionnels qui vont changer avec tout ça. Rien qu'à Paris avec tous les trottinettes électroniques et tout ça, tu sais, c'est un truc où la technologie arrive plus vite que le système peut gérer, tu vois. À Londres, ça n'existe pas ces trucs-là. Parce Non, qu'il y mais avait déjà une loi en place pour dire ça dégage. T'as pas le droit d'être sur le trottoir à plus de machin et t'as pas le droit d'être sur la rue. il y a parce pas de que trottinette électrique à Londres. ça n'existe pas. Yes. Ça a jamais existé. Ça serait un argument pour retourner à Londres. Je crois que ça n'a pour moi. jamais existé. Donc, ils n'ont pas le droit d'opérer Ok. là-bas parce que et là, j'en ai vu genre 4 reportages à la télé. Genre, oui, alors, la code de la route, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut porter un casque, ouais, tout ça. Non, une casque on dit. Une casque non, c'est un casque, Yes. connard. Je voulais voir. Mais tu sais, il y avait tout le truc entre les motos, les trottinettes, les one-wheel machin, les vélos, les bus, et tout. En fait, c'est non mais c'est l'enfer. Mais donc, du coup, je crois que ces nouvelles technologies comme ça, ils vont arriver. Et il y a certaines restrictions, parce qu'en réalité on a la technologie pour faire beaucoup de choses en ce moment, mais c'est juste qu'on peut pas parce que légalement il y a plein de trucs mais qui tu sont pas parles possibles. même là de loi en mode de technique, le code de la route et tout, mais il y a même l'éthique qui rentre là-dedans. C'est-à-dire C'est ça. que c'est en mode, là je crois qu'il y a un scientifique qui a reconstruit complètement le génome de l'homme de Néandertal. Ouais. Donc c'est l'homme qui a vécu avec Sapiens pendant quelques années et que je crois que l'Homo sapiens a exterminé entre guillemets, mais c'était un type d'homme qui existait il y a des milliers d'années quoi. Et en gros, il a reconstruit le génome, il a des femmes qui acceptent de le porter, c'est-à-dire que techniquement, c'est possible de recréer un homme de Néandertal, quoi. Ouais. Sauf que pour l'instant, c'est impossible pour les commissions d'éthique, quoi, parce que éthiquement, les gens veulent pas. Ouais. Mais d'ici quelques années, on aura des hommes de Néandertal qui vont être dans le monde Ouais. aussi, qu'on va mettre c'est dans comme des le parcs truc, naturels, on éthique, viendra au zoo voir des hommes, quoi. Ouais. On- C'est comme le truc éthique des voitures qui se conduisent toutes seules. Ça, je vois pas pourquoi on fait ça d'ailleurs. Pour moi, la voiture, c'est un mythe de l'humain moderne qui a pété les plombs, mais améliorer les voitures aujourd'hui et pas chercher. Enfin, une voiture qui se conduit toute seule, c'est vraiment en mode ok, l'homme a abandonné, il est pas capable de pas regarder son téléphone, donc il faut qu'on trouve une solution. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de chercheurs qui sont sur un truc pas utile, quoi. C'est-à-dire, franchement, Ouais. éviter. Peut-être c'est parce qu'aussi on voit pas les avantages maintenant.
Mais à mon avis, déjà, rien qu'à Paris, si tout était automatisé, ça fait la circulation fonctionnerait beaucoup mieux. Parce que là, en ce moment, c'est un enfer hein, de conduire dans cette ville. Mais vient le truc d'éthique parce que je crois que en réalité, ça cause beaucoup moins d'accidents que erreur machine et moins. Mais il y a quand même des erreurs. Il y a des gens morts à cause de ça. Mais il y a toute la question éthique de, en fait, la voiture. Là, elle prend une décision toute seule de soit arrêter et pas tuer l'enfant, mais tuer 14 personnes derrière parce que ça va faire un accident de ouf, ou tuer l'enfant, une personne de moins, mais t'en sauves 30 derrière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et donc ça va... Elle est folle cette question. Mais même l'être humain, l'être humain, il a son... Oui, tu peux le condamner après. Alors que la machine, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. C'est ouf, hein. Tu fais quoi? Ouais. Bah après tu condamnes les gens qui sont responsables après, donc du coup on a la technologie, ça existe de conduire tout seul et les gens ils le font aux États-Unis parce que les routes elles sont mieux faites pour les voitures, donc t'as des barrières et t'as des lignes par terre que t'as pas forcément partout en France, dans les petites villes qui sont faites pour les chevaux et du coup mais comme les lois ne sont pas là pour protéger ça, c'est pour ça que c'est pas grand public pour l'instant. Mais une fois que quelqu'un décide, ok, alors ce qui va se passer, c'est que la probabilité de machin, et donc du coup, si la voiture va sauver 14 personnes, parce que s'il s'arrête pour sauver l'enfant, bah il y aura 14 personnes de morts derrière, bah l'enfant il meurt. Et après, bah ça devient un grand débat, et donc c'est déjà un truc qui est en train de se passer. Donc, toi qui réfléchis au futur comme ça et qui vois le changement arriver, etc., t'as lié le fait d'avoir un enfant avec le futur tel qu'il est, parce qu'on entend souvent aussi ce débat de vu le monde comment il va, avoir un enfant aujourd'hui je sais pas quoi, et en fait avoir un enfant je pense que ça doit être un truc assez naturel finalement qui arrive, et puis après mais est-ce que tu penses à ça? Non. Il faut pas, je crois en plus hein. Il va avoir des problèmes et sa génération ils vont se démerder avec ce que nous on a laissé, comme nous on s'est démerdé avec ce que nos parents ont laissé, comme eux ils sont démerdés avec donc et à un moment donné ça va s'arrêter. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Apparemment, la planète, on va plus pouvoir... Ah oui, le soleil de toute façon va exploser dans 3 milliards d'années. Ouais. Donc, mais avant ça, je crois que on va nuire à la planète et tout ça. Et puis c'est juste, moi, en fait, je suis fatigué de tout, de tous les messages. Ouais, recycler, bon pour la planète. Ça commence à me saouler à un moment donné. Je fais tous les bons gestes. Ouais. Et c'est bon à rappeler. Hein? Non, c'est vrai. Ouais, mais et des fois je les fais pas parce que je peux pas physiquement. Chez nous, dans l'appartement où on est, les poubelles n'ont aucun sens, dans le sens où la poubelle recyclage, c'est une petite poubelle jaune, et le poubelle déchets normaux est 3 fois plus grand. Sauf que c'est l'inverse en fait, ça devrait être l'inverse. Le recyclage, quand tu commandes un truc de Amazon, ça arrive dans une boîte en carton, ça prend 3 fois de la place qu'une peau de banane. Donc du coup, changer les putains de poubelles, parce que moi à chaque fois que je descends pour mettre mes trucs au recyclage, il n'y a pas de place dans la poubelle, à un moment donné je le fous pas par terre, je peux attendre. Je crois que pour le coup le verre est vraiment bien recyclé, mais je crois qu'en fait le plastique c'est 7% je crois qui est recyclé réellement. Et c'est frustrant parce que ne pas le faire, il faut le faire, mais je veux dire effectivement je vois ce que tu veux dire. C'est changer le système pour que les poubelles soient plus grandes ou que ça soit plus facile, et que on est humain on est tous. Et pourquoi ça te saoule? Ça te saoule juste pour les questions pratiques, ou ça te saoule parce que t'as l'impression que ça change pas grand chose? Ça me saoule, le message continue à me saouler parce que ces gens on a compris, et les gens qui font ces messages là, c'est des gens qui donnent le message à des gens qui sont déjà convaincus. Tu sais, il y avait la vidéo YouTube là, avec tous les youtubeurs qui sont passés en boucle pendant 3 semaines, genre machin, on est prêt, etc. C'était cool, le message était cool, sauf que tous les gens qui font cette vidéo, leur public, c'est des jeunes comme nous, ou des jeunes encore plus jeunes. Et nous, on est déjà convaincus, on sait que c'est mauvais. C'est les parents, c'est la génération plus ancienne qu'il faut attaquer avec ce message-là. Et aussi, putain, les pays comme la Chine et l'Inde. Ouais, la France, sur notre échelle, une personne qui habite à Paris, s'il fait ses déchets, ça va forcément améliorer un truc, parce que lui va dire à ses potes, c'est quand même mieux d'acheter ton sac au lieu de plastique, un sac réutilisable en coton ou je sais pas trop quoi. Les tote bags là qu'on utilise, ça c'est mieux pour l'environnement certes, mais les 14 milliards de personnes qui sont en Chine ou en Inde, eux ils s'en branlent, et du coup 14 milliards, j'ai exagéré, 1,5 milliard. Ah oui non mais parce que j'étais en train de j'ai remis en cause tous les chiffres que j'avais en tête. Non mais wow, on m'a pas prévenu. Oui, je vois ce que tu veux dire. La demi de la population de la Terre qui est dans ces 2 pays, qui sont pas qui sont dans ces pays-là, et que ces pays-là c'est
c'est pas important pour en ce moment le truc de recyclage. Et donc c'est frustrant de juste avoir tout ça dans la gueule tout le temps recycler machin. I get it. Tell other people. Do you know what I mean? T'as l'impression que c'est beaucoup de paroles et qu'il y a peu de choses qui se passent et que c'est chiant, quoi. Parce que j'ai l'impression d'entendre ce discours de temps en temps, ce truc de j'en ai marre d'entendre un truc que j'ai déjà compris, quoi. Et j'ai l'impression que le monde qu'on se construit, c'est beaucoup ça. J'ai l'impression que les gens qui ont compris, ils ont compris. Maintenant, il faut trouver une manière que l'autre partie de la population... Non, mais tu sais, il y a eu un chiffre là récemment. Il y a 26 personnes aujourd'hui milliardaires qui ont l'équivalent de ce qu'a l'autre moitié de la population. C'est-à-dire que là, on est arrivé à un stade où il y a 26 milliardaires qui ont la moitié de la population mondiale. Donc, à partir de là, je pense qu'on pourrait le dire à des millions de gens. Ce qu'il faut, c'est choper ces quelques personnes-là et leur expliquer à eux, en fait. Parce que Bill Gates, c'est un des mecs que lui, il fait un effort un peu sur tous ces trucs-là. Je sais pas, il faudrait qu'Élise Lucet se penche sur son cas parce qu'après, il donne beaucoup à des sessions. Ça a l'air d'être un mec bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, tu vois, je sais pas. Moi, j'en suis à douter de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de mettre sur parce que si tu dézoomes le monde un peu et que tu nous vois, on est des petites fourmis et on fait des petites choses. Et puis, il y a les reines des fourmis et ces personnes-là, j'ai l'impression que... Ouais, ils s'en foutent. Ouais. Qu'ils s'en foutent, je sais pas, mais qu'en tout cas, mettre le signe du McDo en vert dans toute l'Europe pour faire style que c'est un peu sain, ça, c'est se foutre de ma gueule. Et en fait, j'aime juste pas qu'on se foute de ma gueule. Ils ont fait ça? Ouais, c'est qu'en Europe, c'est directeur. Ouais, maintenant c'est vert, les McDo, c'est pour donner l'illusion que c'est un peu green, quoi. Ah, mais mec, c'est que ça. Et si tu veux, moi, je pense que ça va. J'en parlais déjà avec Guillaume sur les gilets jaunes à la base, mais moi, tous ces débats-là qui en ce moment, tous les révolutions qu'il y a dans tous les pays du monde d'ailleurs, parce qu'il y a des manifestations un peu partout dans le monde, etc. C'est pas avoir un peu plus d'argent, c'est dedans. Mais il y a une demande de sens et de ok, dites-nous ce qui se passe vraiment, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'en fait vous nous en fumez depuis un peu trop longtemps. Et en fait, nous on avait notre téloche, notre canapé, et nos parents nous ont dit de pas nous inquiéter, donc on s'inquiétait pas. Mais en fait, ça commence à sentir un peu le potiron là, donc on aimerait savoir ce qui se passe vraiment. Et il y a un problème de transparence. Enfin, ouais. Et après, il y a aussi un problème de vivre sa vie aussi tranquillement sans avoir peur de ça, parce que j'ai l'impression qu'on nous met ça dans la tête pour juste nous éviter de nous dire bon, bah écoute, moi aujourd'hui, c'est ce que je disais, je sais plus, un pote récemment, mais j'ai 29 ans, je suis en vie déjà, je suis plus vieux que 99,9% des hommes de mon arbre généalogique. C'est-à-dire que oui, il y a mon grand-père, mon père et son père avant lui qui ont vécu plus vieux que moi, je pense, mais vivre jusqu'à 29 ans et être en bonne santé et puis avoir la perspective d'avoir encore 30 ans ou 40 ans devant soi. Ah oui, tu vois, juste être peace, quoi. Pas compris. Être tranquille, compris, quoi. Genre à un moment donné, bon voilà, je suis aussi chanceux d'être encore là et puis vivre sa vie, quoi. J'ai l'impression que c'est aussi pour nous projeter à chaque fois un peu plus loin. Ça va être la merde plus tard, inquiétez-vous. S'il vous plaît, inquiétez-vous. Et moi j'ai envie de dire je sais pas si il me semble que je l'avais dit la dernière fois c'est pas grave sur le podcast, mais le truc de recycler, je sais pas si on a la même conversation, genre les gens ils vont dire les gars, vous avez parlé de la même chose pendant 1 heure la dernière fois, mais le truc de recyclage de il faut laisser la planète mieux pour nos enfants et tout ça, j'avais fait je crois que j'en avais parlé la dernière fois, parce que tu m'as dit tu devrais faire ça sur scène, et je l'ai toujours jamais fait parce que voilà, j'avais pas encore fait de nouveau spectacle, mais de truc de laisser la planète mieux pour les autres. C'est comme pour moi dire laisser les chiottes publiques en meilleur état pour les autres. Quand t'arrives et tu vois de la pisse sur le siège, tu le nettoies pas pour le prochain, tu pisses et t'essayes de pisser dedans. T'en mets un peu à côté, mais tu vas pas nettoyer ta pisse avec le pisse de l'autre mec, tu vas juste le laisser. Donc le prochain qui arrive, c'est encore pire. Et à la fin de la journée, c'est un pauvre mec qui vient, qui nettoie tout. Et c'est un peu cette analogie que j'utilise, c'est que les gens ils sont égoïstes à la base, même si des fois on dit non, il y a des gens qui sont vraiment excellents et exceptionnels dans le monde qui sont pas égoïstes, mais je dirais que la majorité de la population, à moi inclus, je deviens égoïste dans une ville où il y a plein d'égoïstes. Et c'est frustrant à chaque fois que je pars ailleurs et que je reviens à Paris. Et je crois que c'est vraiment juste je sais pas si c'est vraiment juste à Paris, mais tu sais, le truc de Autolib, là, les voitures électriques, c'est un bon mouvement pour l'écologie. Mais non, parce que les Parisiens, on est des gros égoïstes et on dit, ça, c'est ma voiture pour ma demi-heure, donc je vais chier dedans. Et du coup, ils ont perdu plein d'argent parce que les voitures étaient pétées, et ça coûtait trop cher. Lorsque si on n'était pas égoïste, on disait cette voiture c'est de partage pour tout le monde dans la ville et on la laisse bien à l'intérieur, on laisse pas notre coca à côté, on continue il y a moins de dépenses il faut changer les voitures toutes les 2 mois et peut-être que ça existerait toujours. C'est du bon sens quoi, limite. C'est ça, c'est comme les Vélib, les trucs. J'ai l'impression que tout ce qui est partagé à Paris, c'est genre non, c'est pour moi tout seul et je m'en fous.
Donc On va s'en sortir. ouais, je crois, enfin j'espère, mais enfin je sais pas. Il faut qu'on finisse sur une note plus positive, putain. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme putain. Bientôt papa, putain, ça c'était normalement c'était ça la fin positive, mais on en a déjà parlé. Ouais. Waouh. Non, bah écoute, Non, mais ça va être cool, ça va. Ouais, je sais pas. Il faudrait qu'on en reparle dans 6 mois Ouais, pour dans quelques savoir. Mais je crois que, enfin, j'en ai parlé à Luke Thompson, humoriste britannique ici aussi, qui lui, il est tout à fait à l'envers de tout le monde qui dit ouais c'est chiant, on dort pas et tout ça. Il dit non, enfin oui un peu, mais c'est tellement mieux d'être papa. Ouais. Ah ouais. Et j'espère en fait, je me dis peut-être que ça va arrêter que je me pose des questions existentielles toutes les 3 secondes. C'est genre en fait tu fais le boulot que t'as à faire parce que t'es plus tout seul en fait. Compte sur toi. T'es là ouais, je comprends. pour faire grandir une autre personne sur cette terre, et il faut que tu faut que tu gagnes de l'argent pour que le petit puisse grandir. Et donc du coup au lieu de me dire est-ce que je fais un programme court, est-ce que je fais tu fais ce qui paye de l'argent. Et accessoirement, si t'aimes bien ce que tu fais, tant mieux. Mais c'est plus ton rôle dans ta vie de t'épanouir toi-même. Faut que tu. Et donc j'espère que ça va arriver, parce que ça se trouve que non. Et je vais toujours être là. Bah alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais aimer dans la vie ? Est-ce que je préfère monter sur scène devant des gens qui me connaissent pas ? Est-ce que ta gueule, tu fais ce qui paye de l'argent et puis. Ok, c'est un super message. Faites de l'argent, faites un maximum de thunes et faites des enfants. Ouais. Non, ouais. Non ? Ouais. Je sais pas, ouais. Je sais plus où je suis, man. Ok. I don't know where I am. C'est la conversation ou c'est en général ? De quoi ? Non, dans tout, en général. Je suis. Ok. Mais en tout cas, c'est ça. Ce qui est cool aussi, c'est que je crois que c'est la première fois que j'en ai parlé avec autant de. Enfin, j'en ai parlé en fait, pas dans ma tête, avec quelqu'un d'autre de tous ces trucs-là. Parce qu'à chaque fois, je parle avec Adeline et tout ça, mais voilà, on est dans notre truc, on est dans notre monde, mais ça fait du bien de sortir de cette bulle et d'essayer d'avoir les avis d'autres gens et tout ça. Ouais, mais le problème, c'est que ça n'a rien résolu, quoi. Non, mais si, ça se trouve que tout à l'heure, en remuant, je vais me dire ah ouais, en fait, il avait raison, ça a débloqué. Forcément, en parlant, ça débloque des trucs. Je pense aussi. Je crois. Et toi, ça a dû être débloqué des trucs de ouf avec le podcast. On est à combien d'épisodes là ? 65 là. 65. T'as dû. Je pense que ça me fait évoluer, mais je sais pas trop comment. T'as pas encore eu la réflexion de dire ah putain ouais, tous ces gens qui racontent leur vie, soit de stand-up ou, leur vie. Après, ou dans la vie en général. C'est plus de la conversation que quelqu'un qui me raconte. Enfin, j'essaye vraiment que ce soit une conversation. Après le fait qu'il y a un micro, on peut pas oublier le micro, et du coup on est obligé. Enfin. Mon rêve, c'est d'avoir un jour plus du tout conscience du micro, quoi, et juste d'être en conversation. Mais là, je pense que ça a été le cas d'ailleurs. Tu vois, genre d'être assez naturel pour juste discuter. Mais après, il y a toujours ce truc de, effectivement. Après, je crois que tu te dis ah putain, il y a tout. Je sais pas combien. Tu sais combien de gens. T'as des chiffres de combien de gens t'écoutent et tout ça ? À peu près, ouais. Ouais. Donc tu dois te dire, est-ce que ça te met de la pression ou pas de dire non. Il y a ça plein me de gens. l'a mise et je le fais plus. Ouais. Justement, c'est pour ça que j'en parlais, c'est que je regarde quasiment plus les chiffres. Ouais. Je les regarde que quand j'upload un nouvel épisode. Et il y a ce truc de. Ça te met pas la pression pour dire il y a plein de gens, et en plus des gens dans le J'essaie milieu qui écoutent ça. Ouais, J'ai pas envie de dire un truc. Non, j'essaye de vraiment m'en foutre, quoi. Ouais. Enfin, j'essaye pas. J'essaye de m'en foutre, c'est un grand mot. C'est-à-dire que si je vendais des millions de billets et si machin, il y a peut-être des trucs que je dirais plus. Il y a aussi le fait d'être une. Enfin, tu vois, je veux rester à ma place, quoi. Mais ça, c'est personnel. C'est-à-dire, je veux pas être le petit con de merde qui a depuis 2 ans et demi et qui dézingue tout le monde. En mode, ça c'est de la merde, ça c'est bien, ça c'est nul. Enfin, tu vois, je suis pas pour donner. Les gens s'en foutent de mon avis. Ouais. Moi, je veux juste discuter. Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a beaucoup de gens. Justement, qui s'en foutent pas de ton avis parce qu'ils se disent. Je veux discuter, quoi. Parce que toi aussi, enfin, tu sais, même si t'as pas fait un spectacle complet qui a tourné et tout ça, ce produit-là, le podcast, ça t'a donné quelque chose. Enfin, même si c'est pas forcément
comment dire, une notoriété grand public, mais quand même il y a des gens qui écoutent ça, des gens des amis à moi qui connaissent pas, enfin qui écoutent le podcast parce que c'est cool. il y a eu quelqu'un que eux ils aiment bien qui sont passés dedans et après ils ont découvert tous les autres gens. Donc t'as réussi toi aussi à créer ton petit truc, tu sais ton truc quand tu disais tout à l'heure ouais, est-ce que le truc t'es l'anglais en France, est-ce que ça va te faire chier, tu sais, et les gens ils mettent des gens dans des boîtes, ils vont dire ah bah c'est Louis le gars qui fait le podcast. Ouais, exactement. Et ça c'est un combat que j'ai parce que j'ai envie qu'on me voit d'abord comme stand-upper, mais bon ça arrivera quand je serai assez marrant, donc j'ai pas de stress vis-à-vis de ça. Ouais. Bah en fait c'est ça aussi, j'ai eu un combat beaucoup là-dessus parce que même aujourd'hui les gens ils disent le youtubeur Paul Taylor, tu vois. Ah, ça te va pas du tout. Ouais, mais au final je me dis écoute, je préfère que les gens parlent de moi en tant que le youtubeur Paul Taylor que pas du tout. Et après effectivement c'est à moi de me prouver aux gens que je suis plus humoriste stand-up que tout ça, mais en même temps tu peux pas nier, moi en tout cas, que des vidéos à 1 million de vues, pour avoir 1 million de spectateurs qui me voient en tant que stand-upper, ça, là je suis à 45 000 au bout de 3 ans. J'ai longtemps allé, donc je me dis fuck it, les gens ils vont mettre une étiquette sur moi, je vis avec, et du moment où tu disais tout à l'heure où tu peux te regarder dans la glace et tu sais qui t'es toi, si toi tu sais que t'es plus stand-upper, bah fuck it, t'es stand-upper, et puis les gens ils vont dire ah ouais Louis du podcast, et là limite ils vont te voir sur scène, ils vont faire ah putain en fait c'est pas juste un intervieweur de ouf, il est fucking drôle aussi. Et bah écoute, on espère. Et la conclusion de ce podcast, c'est peut-être regardez-vous dans la glace et voyez ce qui se passe, quoi. Si vous avez un petit peu envie de vomir, c'est qu'il y a un gros problème, quoi. Voilà, c'est que si quand vous regardez la glace, il y a un petit bras, c'est qu'il y a un gros problème à gérer, quoi. Et si vous pouvez regarder la glace, tout va bien, quoi. Ça prend du temps de se regarder dans la glace. Ouais. Pas pour checker sa beauté, hein. Ouais. Tu vois, pour checker qui tu es, son œil, quoi. si tu restes dans ta déontologie personnelle. Allez, on finit sur le mot déontologie, putain. Je sais même pas vraiment ce que veut dire ce mot, putain. Merci beaucoup d'être passé, c'était cool. C'était un plaisir. Merci pour le thé avec du lait. Mais c'est toi qui as né le lait, donc. Je crois